Bonsoir. Tout d'abord, merci à Anne Ghisoli et son équipe de nous accueillir tous ce soir à la librairie Gallimard pour le fil de mémoire dont le thème est Carnet d'existence. Ce thème est immense. Et nous irons, avec nos invités, faire un détour du côté de la vie, parce que c'est la vie qui reste toujours en embuscade, malgré tout. Donc nos invités sont René Frény, Gisèle Geller, Annie Lulu et Étienne Kern. Nous avons également la surprise d'avoir dans le public deux personnes qui vont intervenir. C'est Dan Bursea qui est traducteur, qui a traduit Sioran et d'autres personnes de franco-roumaines. Et en même temps, il a la revue littéraire qui a eu le prix l'année dernière de la meilleure revue de la rive gauche Paris qui s'appelle Lettres Capitales. Donc Dan a souvent interviewé des personnes, il les a eues par écrit. Il va les entendre ce soir, on va voir entre la différence entre l'oral et l'écrit. Et nous avons Marc Bourrich, qui est médecin-thérapeute, écrivain et qui est guide en haute mer. Lui n'a rien lu, il est là en Candide aujourd'hui. Il a beaucoup lu, hein, mais pas là. Et il va nous dire un peu ce qu'il a ressenti. Et après, bien sûr, il y a vous, le public, et il y a la dédicace. Donc merci encore à tout le monde d'être là. Et nous allons commencer. Merci encore, et merci à la librairie Gallimard surtout. Et bien sûr, il y a Christophe, bien sûr, ici, et Alain qui travaille avec moi en coulisses, dans les coulisses de l'Exploit. Voilà, merci pour tout. Alors, je vais commencer avec René. René Frény, bonsoir. Maintenant, je vis dans une maison au bord de la mer. Vers 5 heures du soir, l'hiver, je fais du feu dans un poêle en fonte noire et je relis de vieux livres. Je lis 3 pages, je regarde la danse des flammes, je m'endors un peu, je rattrape mon livre. Je serai bientôt vieux, je dors souvent. C'est dans votre livre, Minuit au pays des songes, aux éditions Gallimard. Tout l'obscur mis en lumière. Ce livre est autobiographique. Je deviens vieux, je prends le soir le temps de lire devant le feu, je caresse mon chat, ça au moins c'est autobiographique. Et vous êtes toujours un rebelle, et ça c'est autobiographique. Et ça encore plus, parce que la rébellion a duré durant toute ma vie. Je suis né déserteur, je le dis, je suis né déserteur. J'ai déserté l'école à 6 ans, parce que dès le premier jour, à Marseille, tous les enfants ont hurlé de rire en me voyant entrer. Je portais des lunettes. Et les enfants à 6 ans détectent ce qu'ils n'avaient pas encore détecté à la maternelle. Ils détectent tout de suite la différence, le défaut. Si j'avais été bègue, on m'aurait appelé le bègue, on m'aurait appelé le gros, on m'aurait appelé le chauve. Ils m'ont appelé 4 œils, parce que j'avais des lunettes. À Marseille, 4 œils. Et pendant 2 mois, personne ne m'a appelé René. Tout le monde me disait, ça va 4 œils, tu viens, 4 œils, 4 œils. Et j'étais tellement vexé, blessé, que j'ai jeté mes lunettes et je suis revenu à l'école sans lunettes et sans y voir. Et le mardi et le vendredi après-midi, nous avions lecture à haute voix et quand ça venait à moi, je prenais mon livre mais je ne voyais rien. Et le maître pensait que j'étais un peu attardé, donc il me jetait dans le couloir et j'ai commencé à grandir dans le couloir. Le mardi et le vendredi, j'étais toujours dans le couloir. Et donc, il y a eu comme un destin qui s'est créé autour de ces lunettes, de cette malvoyance. Je suis devenu l'enfant du couloir, donc un marginal, parce que le couloir, c'est la marge de la classe. Donc j'ai grandi dans la marge, et ensuite, je ne vais pas vous raconter ma vie maintenant. Non, mais le couloir, c'est déjà les murs de plus tard. Et c'est déjà les murs. Tu entends des trucs qui t'arrivent dans le couloir, des bribes d'histoire, de géographie, de français, mais tu n'apprends que par bribes, ce que les autres apprennent totalement. Et donc, je suis devenu d'abord un petit menteur. Je mentais à ma mère en disant que j'allais à l'école, mais je n'y allais pas. Le mardi et le vendredi, je traînais dans les rues de Marseille, tout petit. Et je suis devenu aussi menteur avec mes instituteurs en leur disant que j'étais malade la veille. Donc, j'étais toujours malade alors que je ne l'étais jamais. Mais être un petit menteur à Marseille, c'est une très bonne formation pour devenir écrivain, parce que si on n'est pas un menteur, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui. Donc ça a été une bonne formation, être menteur. Alors, je suis devenu aussi un petit voleur, parce que quand on ne sait pas quoi manger à midi, on est obligé de voler sa nourriture. Oui. J'étais dans la rue, j'ai eu cette formation de menteur, de voleur, et là, je suis devenu non seulement un rebelle, mais un vrai marginal, c'est-à-dire déjà un vrai Marseillais. Donc voilà, c'est bien ça. Voilà, donc vous aviez votre territoire déjà
mon territoire, c'était la rue, et j'ai commencé à fréquenter tous ces gens qui, comme moi, jetaient leur cartable derrière un comptoir de bistrot et partaient rôder, rentraient à l'œil au cinéma, on allait se baigner dès qu'il faisait un peu soleil, on maraudait. Et donc, j'ai eu cette enfance dans les rues. C'est 400 coups, comme Truffaut, les 400 coups dans les rues. Et puis, comme mon père était peintre en bâtiment, très vite j'ai été renvoyé de tous les collèges et lycées. Chaque année on m'a renvoyé. Je suis allé travailler avec mon père pendant 1 an dans le bâtiment. Ça ne m'a pas trop plu. Je suis parti en stop. Et là, ma deuxième vie a commencé. Parce que comme je suis arrivé avec 2 mois de retard à l'armée, j'ai été condamné à 6 mois de prison. Et c'est dans cette prison que ma deuxième vie a commencé. Alors, je ne sais pas si j'ai envie de... Alors, soldat Frény, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, nous vous condamnons à une peine d'1 an de prison. Mon cœur cessa de battre avec Turcy. Mon cœur repartit. Je compris ce jour-là toute l'importance de la virgule. Il me manquera toujours ces 2 battements de cœur. C'est votre rencontre avec l'écriture et la virgule. Oui, alors là, la virgule, elle est venue 5 ans après. 5 ans après. Ne nous trompons pas de virgule. Elle est venue 5 ans après parce que j'ai déserté l'armée. Mais d'abord, j'ai fait 6 mois de prison, et c'est dans cette prison qu'il s'est passé cet événement. Dans la cour de la prison, j'ai reconnu un Marseillais comme moi. Lui, il était passé au braquage, donc il avait fait déjà 3 ans de prison. Et vous a dit l'importance des mots, plutôt que les muscles. Je le retrouve dans cette prison. Et quand on arrive pour la première fois dans une prison, quand on est parisien, je pense qu'on est content de trouver un Parisien. Quand on est auvergnat, on est content de trouver un auvergnat. Quand on est marseillais et corse comme moi, on est très content de trouver un corso marseillais. Je me sentais presque en famille. Et ce corse marseillais, avec qui j'avais fait beaucoup de grosses bêtises, ce marseillais, il avait changé de mots, presque de voix. Depuis 3 ans qu'il était en prison, il lisait toute la journée. Il était devenu révolutionnaire, c'est-à-dire à l'époque guévariste, castriste, et donc révolutionnaire, et il ne s'exprimait plus comme nous dans les rues, avec 200 mots. Lui, c'était un intellectuel grâce à la prison. Et vous avez vous avez aimé la lecture à ce moment-là, vous vous êtes mise à la lecture. Et dès le 2e jour de prison, mon ami, Ange-Marie Santucci, m'a envoyé l'aumônier de la prison avec un livre. L'aumônier m'a apporté Colline de Jean Giono, parce qu'il a vu que j'étais du Sud, provençal. Et je lui ai dit, j'ai besoin de lunettes, je n'en ai jamais mis, mais dans ce cachot, je ne vois absolument rien. Et il est revenu avec plusieurs paires de lunettes, l'une d'elles était à peu près à ma vue, je les ai mis sur mon nez, et tout d'un coup, le prêtre était un peu plus gros, la cellule un peu plus large, un peu plus lumineuse, j'avais enfin des lunettes, j'étais seul dans la cellule, donc j'avais le courage de porter ces lunettes, et j'ai commencé à lire Colline de Jean Giono. Et dès les premières phrases, moi qui n'avais aucune pratique, qui était presque illettré, parce que quand on ne lit pas, on sait lire, je savais lire, je n'étais pas analphabète, mais j'étais légèrement illettré. Et dès les premières pages, la Provence est entrée à travers les barreaux, dans ma cellule, j'ai entendu le chant des rivières, j'ai senti l'odeur des pins, l'odeur des chênes, j'ai vu toute ma Provence se déployer, et j'ai lu pendant 6 mois tout ce qu'il y avait dans cette prison. C'est comme si le directeur de la prison m'avait apporté le matin les clés de la prison. Tu lis un livre et tu t'aperçois que tu oublies les barreaux, tu oublies la cellule, tu oublies le verrou. Tu es sur les routes avec Kerouac, avec Hemingway, avec Giono, voilà. tu voyages. Voilà. Donc j'ai compris que cette lecture qui m'avait fait peur, cette classe scolaire qui était une salle de torture pour moi, brusquement, eh bien, la littérature me permettait de voyager, d'être partout chez moi, d'ouvrir un livre et de monter dans un train qui n'existe pas, ou sur un bateau que j'ai inventé. Et je me suis inventé même des histoires d'amour. J'ai écrit des poèmes à une jeune fille que je ne connaissais pas, qui n'existait pas, et c'était mes premiers mots écrits. Renée, votre mère, elle joue un rôle très important, toujours, et dans ce livre particulièrement, vous dites tous les mots ne sont pas dans les dictionnaires. Les vrais mots sont dans le regard d'une maman, dans son sourire. Je détestais les livres à l'école, je n'aimais que la voix de ma mère. Je n'aimais que la voix de cette femme parce que un jour je suis arrivé en pleurant, j'avais sans doute 6 ans et demi, on se moquait de moi, on m'appelait Quatreul, elle l'a compris et elle m'a vu sangloter, elle m'a dit « Mais René, tu as les plus beaux yeux du monde, tu as des yeux de velours ».
Et j'ai cru ma mère. Je n'ai pas cru les enfants, j'ai cru ma mère. J'ai pensé que j'avais de beaux yeux. Et c'est ça le rôle d'une maman ou d'un papa, donner confiance. Même si ça se résume à ça, être maman ou papa, c'est déjà miraculé. Donner confiance, elle m'a donné confiance en moi. Et toute ma vie, j'ai eu confiance en moi grâce à ce sourire, à cette douceur, à cette tendresse. Et comme je ne lisais rien, elle me perchait sur ses genoux dans notre cuisine à Marseille et elle m'a lu 3 romans. C'est-à-dire que la littérature est entrée par mon oreille, il n'y avait pas de livre à la maison, mais elle allait voir le bibliobus qui passait dans la rue et elle m'a lu Les Misérables de Victor Hugo. J'étais contre elle et j'écoutais la voix de ma mère me parler de Fantine et je pensais que Fantine, la maman de Cosette, était ma mère. Et je pleurais parce que cette femme qui vend ses dents, ses cheveux pour sauver Cosette, je pensais que c'était ma mère. Et ce livre m'a bouleversé sans que je sache que c'était de la littérature. J'entendais ma mère me raconter une histoire. Et puis, comme nous voyons de la fenêtre de la cuisine le château d'If, cette espèce de forteresse qui surgit de la mer, elle m'a lu le Comte de Monte Cristo. Et là, j'ai été révolté parce que l'on jette un jeune homme, ce jeune capitaine Edmond Dantès, qui n'a rien fait, et qui croupit pendant 14 ans dans une cellule sous la forteresse, j'étais révolté. Et donc j'étais du côté de Jean Valjean, du côté d'Edmond Dantès, du côté de tous les révoltés, et ma révolte grondait en moi. Et ma mère, donc, elle m'a apporté toute la tendresse de la littérature et tout ce sentiment d'injustice que je ressentais en écoutant la vie de Fantine, de Jean Valjean et de Monte Cristo. Je crois que vous avez un peu de tout ce que les autres invités ont. Parce qu'à un moment donné, vous dites le béton rend méchant. Et ça me rappelle Gisèle qui travaille elle est directrice administrative, je crois, de la Seine-Saint-Denis, c'est bien ça. Vous auriez pu la rencontrer si vous étiez petit et elle à sa place. Oui. Il rend méchant le béton. Le béton rend méchant parce que certains d'entre nous ont la chance de naître avec un jardin, avec un piano, avec, comme ici, ça pourrait être le salon de quelqu'un qui a lu durant toute sa vie cette librairie. Et là, autour, on a ces milliers de voyages. Celui qui naît, j'ai dit 2 mots de Jean-Paul Sartre dans mon dernier roman, quand on lit les mots, à 3 ans, il fait semblant de lire sur la moquette de son grand-père, entouré de 20 000 livres. Donc, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui lit déjà à 3 ans que pour quelqu'un qui naît dans le béton. Et quand on naît dans le béton, que ce soit dans le 9-3 ou dans les quartiers nord de Marseille, sans livre, sans violon, sans piano, parfois même avec un seul parent et un parent démissionnaire, c'est très 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 difficile de devenir instituteur, professeur ou écrivain. Donc ces gens-là, que je vois dans les quartiers nord, et qui vendent de la drogue pour la plupart, parce qu'il faut bien survivre, à 15 ans ou 18 ans, je les retrouve dans les prisons où je vais travailler. Oui, justement. Comme j'ai fait 6 mois de prison, le ministère de la Culture, en 90, c'est pas hier, hein, oui. En 90, m'a téléphoné et m'a dit, dans votre premier roman, vous parlez de la prison comme si vous l'aviez connue. Et donc j'ai dit, je l'ai connue. Et ils m'ont dit, on cherche des gens comme vous, qui sont devenus écrivains, mais qui ont connu la cellule. Est-ce que vous accepteriez d'aller dans une prison parler de littérature? Et donc j'ai commencé ce travail en 90 dans la vieille prison d'Avignon, qui était à l'époque la plus vieille de France. Elle avait 500 ans, au bord du Rhône. Elle était mangée par le salpêtre et par l'humidité. Et j'ai commencé mon travail dans une simple cellule. Il y avait 12 volontaires détenus qui venaient, mais on s'asseyait par terre parce qu'il n'y avait la place que pour un lit, une chaise et une petite table. On s'asseyait par terre et dans ces conditions, pendant 3 ou 4 ans, je les ai fait parler, écrire, et je me suis souvenu que le mot le plus important, c'était le mot confiance, dont la première séance, en septembre 90, pendant 3 heures, nous avons parlé de tout, sauf de littérature, parce que le mot leur aurait fait peur. On a parlé de football, on a parlé de l'OM, alors je suis mal placé ici à Paris pour parler de l'OM, parce qu'il y a peut-être des supporters du PSG, mais là-bas, il ne fallait surtout pas parler du PSG, il fallait parler de l'OM avec un peu l'accent de chez nous, et ça les a rassurés. Et ils m'ont dit, tu reviens. Et pendant des années, je suis retourné dans plusieurs prisons. Là, chaque semaine, je vais à la prison des Baumettes parfois, à la prison de Nîmes, à la prison de Nice. Donc, il y a 32 ans que je retourne dans toutes les prisons, j'apporte des mots,
j'apporte des livres, non pas parce que je suis un bénédictin, mais parce que je pense que le plus important dans une prison, pour essayer d'écarter le béton, c'est de lire. Parce que si vous regardez la télévision, c'est la lobotomie par la télévision, alors que le livre, ce sont des voyages toujours différents, et vous faites l'effort de dépasser la première page et vous partez en voyage. Chaque livre est un voyage. Donc j'apporte des livres, et puis c'est une forme de tendresse. Oui. Je ne sais pas quel est l'écrivain, j'ai oublié, quel est l'écrivain allemand qui dit « L'amour est une main douce qui écarte lentement le destin ». Je trouve que cette phrase est très, très juste. C'est ma mère qui a eu cette main douce pour écarter le destin. Mais je pense que les gens qui vont dans les prisons apporter un peu de théâtre, apporter de la poésie, du yoga, n'importe quoi, leur apporter un peu d'humanité, eh bien, ils vont chercher dans ces gens que l'on dit monstrueux une part d'humanité. Et donc, les ramener un peu vers nous. Ils n'ont pas eu la chance de naître entre un violon, un livre et un piano. Il faut leur tendre la main à un certain moment. D'ailleurs, il y a une très belle phrase qui vous a été dite par un prisonnier. Il vous a dit un jour, en vous serrant la main, « Je suis si content quand tu arrives, tu sens la forêt, la femme et la voiture. » Et vous dites, « Personne ne m'a dit une chose pareille dans la rue, comme si libre, les gens ne sentaient rien. » C'est-à-dire que quand on est libre, on sent la réalité de la vie. Là, je suis venu à pied, enfin à pied, pas de Marseille, mais de l'hôtel, et j'avais toutes les odeurs de Paris que je sens parce qu'elles sont différentes de mes odeurs. Moi, j'habite entre une rivière et une colline, donc je sens l'odeur de l'eau, l'odeur de l'humidité. Ce matin, mon jardin avait été labouré par les sangliers, il y avait une odeur de terre mouillée. On est au bord des forêts. Et eux, en prison, au Baumette, il n'y a pas un seul coquelicot. Il n'y a pas un seul acacia, il n'y a que du béton. Et donc, comme je leur apporte des mots, le mot figuier, le mot acacia, le mot Vous faites automne, rentrer la vie parfum. extérieure, oui. Et donc il m'a dit, je suis content quand tu viens le lundi, parce que tu sens la femme, la voiture et la forêt. La femme, parce que bon, c'est l'érotisme, c'est l'amour. Il avait l'impression que tous ces mots que je leur amène, il y avait aussi des mots d'amour. Oui. Et puis la voiture, parce que pour eux, tous les voyous, la voiture, c'est un moyen de rouler à 200 à l'heure sur une autoroute, de franchir les frontières. Voilà, c'est un moyen d'évasion, voilà. Et puis on vient tous de la forêt, donc parler de ces odeurs de forêt, même s'ils ne les ont pas bien connues, ça les fait rêver. On vient de la forêt, nous les hommes, donc voilà, on est tous un peu de la forêt. Vous avez cette phrase qui m'a beaucoup frappée. Vous dites les peurs. Vous dites les fauves sont en nous. Il faut dormir debout, la hache à la main. Vous croyez que le fauve est en nous au fond? C'est-à-dire que oui, en chacun de nous, il y a un petit monstre qui sommeille, mais c'est la réalité qui peut développer ce monstre, ou au contraire l'écarter. Et eux vivent dans des quartiers monstrueux, parce que quand on tue le petit parrain de la porte C du bâtiment D pour lui prendre son petit marché de shit, il y a quand même des fauves en eux. Mais c'est le quartier. Moi, je crois beaucoup au déterminisme. Enfin, je les raconte. Je crois beaucoup au déterminisme. Et donc, personne n'est monstrueux. C'est certains quartiers. Eh bien, je pense que pour la seule manière d'écarter cette monstruosité, c'est de leur tendre quelques pépites d'humanité. Vous dites sur l'abandon. Écrire, c'est aimer sans la peur épuisante d'être abandonné. Je suis comme ça. Je n'ai jamais su quitter les gens et les choses. Un jour ou l'autre, ils le font pour moi. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que comme nous tous, je pense, j'ai eu quelques grandes histoires de passion amoureuse où 2-3 fois, je me suis retrouvé seul après 1 an ou 2 ans de passion et j'ai souffert presque autant que lorsque ma mère est partie définitivement. La passion, elle est destructrice. Autant au début, la passion est merveilleuse et puis elle est plus douloureuse que tout. Et quand j'écris sur la passion, ou quand j'écris sur le départ de ma mère, je ne souffre pas, au contraire, l'écriture nous apaise. Tu as l'impression de comprendre mieux qui tu es, comme si on jetait de l'huile sur la mer et qu'elle s'apaise. Chaque mot nous apaise. Donc les grandes passions que j'ai vécues, enfin les 2-3 grandes passions que j'ai vécues dans ma vie, et qui m'ont fait souffrir, je les ai racontées dans des livres, et en écrivant, eh bien, je trouvais ça finalement assez doux, parce que je ne gardais de la passion que le début, que l'espèce de foudroiement amoureux, quand on peut avoir 50 ans, 80 ans, quand on est passionnément amoureux, on se sent beau, on est jeune, on est plein de vigueur, et puis brusquement la personne s'en va et on est un vieillard. Et c'est ce qu'il faut raconter dans nos... Donc cette douleur de la passion,
eh bien c'est en la racontant que je me suis pacifié, que j'ai tout adouci et que j'ai cicatrisé. Je vais cicatriser. Mais vous dites quelque chose aussi en exergue de votre livre. Vous dites la phrase de Yourcenar, de Marguerite Yourcenar. « Je ne crois pas comme ils croient, je ne vis pas comme ils vivent, je n'aime pas comme ils aiment, mais je mourrai comme ils meurent. » C'est terrible. Ben, c'est terrible parce que c'est l'immuable réalité. Et je me rends compte que peut-être les 10-15 années qui me restent, je ne veux voir que ce qu'il y a de meilleur dans ma vie, n'attirer que les petits bonheurs de chaque jour. Voilà, c'est tout ce qui nous reste à vivre quand on a mon âge, les bonheurs de chaque jour. Et c'est quoi la question? C'est je mourrai comme eux. Ah, je mourrai comme eux, mais je mourrai. C'est-à-dire que oui, on mourra tous de la même manière. C'est une sale plaisanterie, ça. J'ai vécu un peu différemment. Voilà. Parce que j'ai pris cette route de ne pas aller à l'école, j'étais dans la rue, j'étais sur les routes, et donc j'ai vécu comme un marginal. Je suis né déserteur. Donc voilà. Vous n'avez pas changé, vous êtes un déserteur dans l'âme. Mais je le reste. Vous le resterez je reste révolté. Ouais. Et de plus en plus, je retrouve le révolté que j'étais dans cette cour de prison. À l'époque, avec mon ami corse, on était guévaristes, donc on était contre l'impérialisme américain à l'époque qui bombardait le Vietnam. Il y a quand même eu 3 millions de morts là-bas. Les Américains n'ont pas fait que des belles choses. Donc j'étais un révolutionnaire. Et puis j'ai travaillé par la suite pendant 10 ans en psychiatrie dans un hôpital, d'abord comme homme de ménage, puis comme infirmier. Et là, la psychanalyse m'a pacifié. J'ai découvert Freud et puis tous les Freudiens, et j'ai eu l'impression que j'avais été un peu trop manichéen dans ma jeunesse en étant révolutionnaire, que les choses n'étaient pas aussi tranchées et que nous avons tous des forces en nous, au fond de notre inconscient, il y a ces forces qui nous poussent à faire tel et tel acte. Et donc la psychanalyse m'a rendu plus tolérant. Donc j'ai eu un moment de grande tolérance dans ma vie lorsque je travaillais avec ces psychotiques à l'hôpital de Marseille. Et puis aujourd'hui, eh bien, je réfléchis peut-être un peu plus à ce qui se passe dans le monde, notamment comme nous tous à l'écologie, à ce que nous détruisons chaque jour. Là où j'habite, il y avait 3 rivières quand j'étais enfant. Eh bien, elles n'existent plus. Il y a un petit filet d'eau croupie, noirâtre, où aucun poisson ne peut vivre, parce que avec le réchauffement, avec ce que les paysans aussi, ou les golfs tirent, il n'y a plus de rivières. Donc j'ai retrouvé une forme de révolte, parce que j'ai quand même fait 2 filles dans ma vie, et je vais les laisser dans un monde qui se dessèche, mais l'humanité aussi se dessèche. Parce que plus on est nombreux dans un monde qui s'appauvrit, plus on va devenir méchant. C'est la peine des faunes. Voilà, je voulais vous remercier, on va revenir pour vous dire encore autre chose, et vous allez parler entre vous. Et maintenant, je vais parler avec votre voisine, Gisèle Geller. Gisèle Geller m'a causé un petit souci dès le début, parce qu'elle a invité tous ses amis sur Facebook en disant « Venez nombreux, j'aurai un imbécile à mes côtés ». Un imbécile, c'est son livre. Et moi, j'ai eu du mal, je ne savais pas qui mettre à côté d'elle. C'est sûrement pas vous, bien sûr. Voilà. Gisèle, dans votre travail... Vous pensez que c'est moi? Non, elle ne pensait pas, mais moi, elle m'a causé un souci. Gisèle, dans votre travail, vous auriez pu rencontrer René, je pense. Votre travail, Gisèle, c'est quoi? Je travaille dans un service de protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis et j'y travaille depuis presque 40 ans j'ai commencé à travailler au 4000 à la Courneuve en ma qualité d'éducatrice spécialisée à l'époque. Et puis maintenant, je travaille à Bobigny et j'essaye de faire en sorte que les enfants qu'on nous confie, je ne vous m'entendrai jamais parler d'enfants placés, parce que c'est Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est concourir au malheur du monde, et je pense que ces enfants sont accueillis par les services d'aide sociale enfance, et ils sont d'autant plus accueillis qu'on les accompagne, on les protège, on les encadre, on les aime, parfois on les déteste, mais on est là pour faire un bout de chemin avec eux, et mon travail consiste à vérifier que dans les lieux où ils se trouvent, en dehors du département de la Seine-Saint-Denis, ils sont dans des lieux qui ne passeront pas dans des émissions qui me mettent des boutons partout et qui me révoltent. Voilà. En sachant que ce qu'on nous montre à la télévision, ça existe et c'est à dénoncer. Pour autant, ça représente fort heureusement qu'une
petite minorité, bien trop suffisante évidemment, mais voilà, la plupart des gens qui concourent à accompagner ces jeunes entre 0 et 21 ans, ils essayent de faire leur travail tout à fait honnêtement, du mieux qu'ils peuvent. Alors justement, il y a cette frontière du rêve à la réalité, parce que n'empêche que dans le 9-3, comme on dit, les gens viennent travailler à Paris, nourrir Paris, servir Paris. Et on repart avec un rêve. Quand je dis Paris, ça veut dire qu'il y a plein de possibles dans Paris. Et on repart dans quelque chose ou quelque part où le possible est difficile, il est rare. Bien sûr, vous êtes là, tout le monde est là pour prendre soin. Mais comment ça se passe, ce rêve? La frontière est si tenue. Oui, la frontière est ténue, mais la question des frontières pourrait ouvrir un vaste débat. Oui. Je vais vous donner je ne sais pas si ça fait écho à votre propos, Jeanne, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait le meilleur pour les jeunes qui sont accompagnés. Et moi, j'ai un plaisir immense en accompagner certains dans une structure qui se trouve avenue Georges V, par exemple. Et je trouve que le contraste entre ces jeunes qui sont, pour la plupart, à Aulnay-sous-Bois, La Courneuve, au Raincy, enfin dans les communes de Seine-Saint-Denis, le fait qu'il y ait du contraste, c'est bien. Il y a un partenariat qui a été monté avec les Compagnons du Devoir. Garçons et filles peuvent bénéficier d'un partenariat qu'on a renforcé à l'aide sociale enfance de Seine-Saint-Denis avec les Compagnons du Devoir. Il y a même un lieu de vie et d'accueil qui a été créé en Seine-Saint-Denis. Et j'ai toujours prôné le meilleur, c'est-à-dire que les contrats jeunes majeurs, c'est un peu technique et après on passera à autre chose, oui. Mais les départements ont l'obligation légale d'accueillir les enfants à l'aide sociale enfance entre 0 et 18 ans. Par contre, entre 18 et 21 ans, c'est entre guillemets au bon vouloir de la collectivité territoriale. Je travaille dans un département qui accepte, et j'en suis ravie, d'accueillir des jeunes entre 18 et 21 ans. Mais voilà, donc je ne sais plus où je voulais en venir, mais c'était pour dire que le rêve peut exister. Le rêve peut exister et qu'il faut, le rêve, on parle de rêve dirigé parfois. Oui. Ça prend aussi de rêver. Oui. Alors, vous avez écrit un livre, L'imbécile et l'encyclopédie, aux éditions Brandon. Il commence avec Ici ou ailleurs. Pourquoi ici ou ailleurs? Parce que c'est une formule particulière de dire que c'est partout, au fond, et peut-être nulle part, un peu comme la circonférence et son centre qui est partout et nulle part. C'est un petit clin d'œil de dire ici ou ailleurs, n'importe où tu veux. Alors, les personnages... Je t'emmène en tout cas, j'essaye de t'emmener quelque part avec moi. Alors, le personnage, de lettres, de mots, de phrases, il aime classer, ranger, compter. Il a un côté obsessionnel qui entraîne chez lui l'obligation que tout soit impeccable, sans aucune fantaisie. Et vous écrivez, il a une vie d'une éternelle tranquillité. Pourquoi cette éternelle tranquillité et ce personnage? Parce que mon personnage, qui s'appelle donc Adam, il a un prénom, on l'apprend un peu tard, voilà, on ne va pas tout dévoiler, mais l'imbécile en question, il est dans ses protections. Le fait d'avoir des obsessions, c'est à la fois très insupportable, souvent d'ailleurs pour les autres, un peu moins pour ceux qui les vivent, encore que quand ce sont des TOC, ça peut paralyser une vie dite ordinaire. Mais lui, il est dans une forme de cocon. C'est très protecteur, oui, ça lui fait beaucoup de bien. Il aime ça. Oui. D'ailleurs, il en bave de plaisir. Alors, bien sûr, l'encyclopédie, le Messie, son encyclopédie, on va avoir un alphabet, mais je reviendrai. Vous avez aussi une femme, Madame Castillo. Et elle ne pense, alors vous dites, elle ne pense pas avoir raté sa vie, elle aurait juste pu mieux faire. C'est comment mieux faire? J'adore cette phrase. Elle ne pense pas avoir raté sa vie, mais elle aurait pu mieux faire. C'est-à-dire que Madame Castillo, elle est dans sa petite loge de concierge parce qu'elle déteste le mot gardienne, c'est quelque chose qui lui est... Elle veut être concierge et dans sa loge, elle a le portrait elle a son chien, Cachou, qui est mort. Elle aurait pu se marier, malheureusement, avant le mariage, son amoureux, il est passé sous les roues d'un véhicule. Donc elle a toujours été comme ça, à la frontière, elle aussi, du bonheur. Alors j'aime bien Sanzo qui a écrit un livre sur les gens de peu. Les gens de peu, c'est un beau mot, enfin c'est une belle expression, les gens de peu, parce que ça n'a rien à voir avec du mépris. Ce sont tous, mon père aurait dit, ce sont les petits et les sans grade, ceux qui font la vie au fond et qu'on voit pas souvent. Alors on en a un petit peu parlé pendant la période du Covid, d'un coup les gens de peu devenaient des gens extraordinaires à qui il fallait donner beaucoup d'argent.
Point, je ferme la parenthèse. Mais voilà, et Madame Castillo, elle aurait pu faire mieux, mais en même temps, elle aussi, elle est dans une forme de frontière dans sa loge qui lui va bien. Il y a beaucoup de gares dans votre livre aussi. Pourquoi des gares? Vous dites que la gare est un endroit où les gens se mélangent. Alors, d'abord, j'ai un papa qui C'est anonyme aussi. J'ai un papa qui était cheminot, Oui, donc je sais. qui travaillait au chemin de fer et pas à la SNCF, Oui. qui avait connu les machines à vapeur et qui en était fier, même si c'était un métier difficile. Mais j'adore les gares. Bon, j'ai beaucoup voyagé, puisque à l'époque, les enfants de cheminots ont bénéficié de voyages gratuits, et j'ai bénéficié jusqu'à mes 26 ans. Toutes mes études, j'avais une carte qui me permettait de voyager. C'est la route du rail, votre vie avant. À peu près, c'est la vie du rail d'ailleurs, cette revue qui existe toujours, la vie du rail. Mais les gares sont des lieux magiques. On y fait beaucoup de rencontres dans les gares, parce que ce sont comme dans les voyages en train, les gens peuvent... En tout cas, moi, je ne sais pas les gens. J'échange avec des passagers qui peuvent me raconter leur vie parfois très intime, parce qu'on sait qu'il y a un début et puis il y aura une fin et qu'on ne se reverra plus. Et justement, ce qui fait la richesse des échanges dans un train, quand on ne se contente pas de dire « Ah, vous mangez un saucisson, et ben moi c'est un jambon beurre », quand on va au-delà de ça, moi j'ai fait des rencontres magiques en train, vraiment. J'adore les gares et j'adore les trains. Je reviendrai pour pourquoi vous avez écrit, parce que c'est votre premier livre, je crois, votre premier roman, mais en même temps, vous avez besoin de paix. Vous allez souvent en Corrèze, vous allez souvent au bord de mer, et vous dites les pieds dans l'eau, et à ces images, c'est étonnant les souvenirs, c'est comme du sucre de canne. Et vous avez souvent des phrases pareilles quand vous êtes loin du bruit et de la fureur. Vous avez besoin d'aller vous laver quelque part, moralement, de toute la pression. J'aime bien, je vais bientôt être à la retraite. Ah, parce que c'est pas une maladie orpheline. Non, c'est pas une maladie orpheline. Et en plus, le mot retraite, moi je l'aime bien. C'est parce que bon, c'est l'idée d'être en retrait. Et moi je pense que l'idée de ma retraite, ça sera d'être aussi un peu en retrait. Et quand on est en retrait, on a le temps de profiter de choses que lorsqu'on est pris dans le courant de la vie, quand on est agissant, eh bien, on a moins de capacité à pouvoir se retirer du monde. J'aime bien me retirer du monde, un peu. Alors, dans votre livre, il y a l'alphabet. Moi, j'avais retenu la lettre E essentielle. Mais je vais donner une autre lettre, parce que j'ai jamais vu quelqu'un se démener pour son livre comme vous l'avez fait. Je mettrai époustouflant. Vous avez une façon de vendre votre livre. De le vendre, ça veut dire de convaincre. Hein, c'est pas du tout marketing. Vous êtes dans un festival, vous êtes dans une foire aux livres, mais vous êtes là, vous appelez les gens, vous leur racontez une histoire, vous racontez votre livre. Et au bout de 2 minutes, vous avez écoulé le stock. J'ai l'impression que vraiment, c'est un, je sais pas dire, c'est époustouflant la façon dont vous avez beaucoup vendu comme ça. J'ai beaucoup de chance. D'abord, j'ai la chance de vous avoir rencontré, Oh, Jeanne. Vous êtes une de mes fées. Oh. Et puis j'ai beaucoup de chance parce que je pense par exemple à la foire du livre de Brive où j'ai été invitée. Bon, j'y suis allée avec 80. Alors en plus, j'avais derrière moi le prix Goncourt, le prix Goncourt de l'année dernière qui vendait au même rond que moi. Donc lui, il avait une queue avec je ne sais pas combien d'heures d'attente. Et moi, j'étais avec mon petit roman. Alors j'avais acheté 2 paquets de bonbons me disant s'il y a des enfants, je fais venir les enfants et hop, il y aura les parents peut-être qui s'intéresseront à mon imbécile. Et j'ai trouvé, je ne sais pas par quelle alchimie, une technique. Alors j'en avais 80 et au bout de 2 jours, j'en ai plus. Oui, je sais. C'est-à-dire j'avais tout vendu. Pareil, j'ai été invitée à Cultura à Goldpolsheim, à côté de Strasbourg. Il y en avait 40. 10 minutes avant de repartir prendre le train, il en restait 1 sur les 40. Je l'ai vendu. Il fallait absolument que je le vende. Et votre technique est époustouflante. J'ai trouvé une technique, je dis aux gens que s'ils n'aiment pas mon livre... Qu'est-ce que tu fais comme bonbon? Ah, c'est pas les bonbons. Hein. Le bonbon, c'était menthe, c'était la pie qui chante. Mais vous allez voir, j'ai une autre technique. Je leur dis que s'ils achètent mon livre, je leur dédicace, je leur mets mon numéro de téléphone personnel et s'ils n'aiment pas, je les rembourse. Jusqu'à présent, pas mal, hein. Je n'ai remboursé personne. Mais par contre, ils m'envoient beaucoup de textes, de mots pour me dire, des photos aussi de mon imbécile. J'aurais dit, si ça vous a plu, vous me l'envoyez à la montagne, à la mer, où vous voulez. Et la photo la plus émouvante que j'ai reçue, mais vraiment, j'en ai encore un peu la voix chevrotante, ça m'a beaucoup émue. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. J'ai reçu une photo avec le roman dans une perfusion à l'hôpital. Et la personne m'écrivait « Vous êtes le rayon de soleil de mes journées ».
Voilà, et il n'y avait pas de signature, pas de prénom, rien. Je sais même pas qui est la personne. Donc je l'ai évidemment remercié, et voilà. Mais se crée quelque chose de... Je vous ai suivi et je vois vraiment à chaque festival, à chaque foire, c'est incroyable comment vous écoulez, c'est le cas de le dire, tous vos livres en 3 secondes. Je croyais qu'elle allait dire je suis à l'hôpital, c'est à cause des bonbons. Ça doit être ça, c'est les bonbons. Il a fait un malaise avec les bonbons. Gisèle, vous avez la Corrèze dans le cœur, vous y allez souvent. C'est bien de retourner dans la maison familiale. Oui, alors ma sœur est là ce soir et souvent je lui dis, je te remercie. Vous lui avez demandé de ne pas se mettre devant. Non. Je la remercie tout le temps de m'avoir dit, il y a fort longtemps, que cette maison, qui était donc la maison paternelle, où mes grands-parents paternels et mon père et ma mère ont habité, et où moi-même j'ai un peu habité quand j'étais corrézienne avec eux, elle m'a dit rapidement, cette maison sera pour toi. Elle m'a fait le plus beau cadeau de ma vie et je lui dis aujourd'hui, puisqu'elle est là, voilà, parce que cette maison, chaque fois que je pénètre à l'intérieur de ma maison, attention au micro, pardon, à l'intérieur de cette maison, elle est mienne et j'y suis. Il y a une odeur, il y a une j'ouvre mes volets, j'ai une vue à 180 degrés en face de moi. Il y a le rosier qui a été planté en 52 par ma grand-mère, qui fait des roses magnifiques avec une odeur. Je suis heureuse de ce panorama qui est toujours le même et toujours différent. C'est un peu Colette, ça. Voilà, c'est beau. Alors, pour terminer, parce qu'on reviendra bien sûr entre vous tous, vous parlerez entre vous, je voudrais finir sur ces mots de votre éditrice, sur le livre. Le livre de Gisèle Geller est à plus d'un rythme, une gourmandise culinaire. On retrouve les bonbons, n'est-ce pas René? Tout d'abord, on y mange très bien. Une gourmandise humaine aussi. Il y a ces mots, respirer les mots pour s'inventer un monde où on a déjà accosté la liberté, les rêves, les souvenirs et l'avenir sans frontières. Gisèle Geller écrit le passé qui s'éteint et le présent vivace pour des lendemains sans peur. Elle écrit des histoires improbables et des poésies de douceur dans un monde un peu fou. Gisèle Geller est ce que ces mots offriront. Merci Gisèle. Et voilà. Annie Lulu, quelle joie de vous avoir avec nous. Je sais que vous êtes venue sans votre bébé, c'est la première fois parce qu'il vient souvent aux dédicaces. Annie, vous aviez écrit La mer noire dans les grands lacs et aujourd'hui c'est la peine des faunes. Vous êtes dans votre vie, dans votre carnet d'existence, vous êtes né en Roumanie, votre père est congolais. Que s'est-il passé entre la Roumanie, le Congo et la Tanzanie qui est le cœur de votre livre? Qui est Annie Lulu au fond, cette voyageuse? J'ai toujours décidé, j'ai décidé plusieurs fois dans ma vie de ne jamais voyager. Parce que toutes les générations avant moi l'ont fait. Je crois, j'ai remonté jusqu'à la 6e génération avant moi du côté maternel et il n'y a pas une femme de ma famille qui n'ait épousé un étranger ou un homme venu d'ailleurs. Alors c'est quelque chose, c'est une décision que j'avais prise très jeune et avec la naissance de mon petit garçon, c'est complètement bouleversé, complètement changé. De mon arrivée en France enfant jusqu'à quasiment il y a 4 ou 5 ans, mon retour en Roumanie, j'avais très très peu quitté le pays. Voilà. Et puis cette arrivée a été particulière. Je me souviens de ma première nuit dans ce pays, je me souviens de nos premiers jours dans cet immeuble HLM à Dreux, je me souviens de tellement de choses qui peuvent frapper un tout petit enfant et ça a été terrible. On m'a arrachée à la Roumanie lorsque j'étais petite et je l'ai vécu comme une souffrance parce que j'étais aimée et choyée par les générations d'avant. Oui. Contrairement à l'héroïne de mon premier roman, Nili, qui elle a beaucoup souffert. Sa condition en grandissant à Bucarest. Moi, ce n'était pas mon cas. La Roumanie est un jardin d'Éden
de mon enfance que j'ai perdue, que je ne retrouverai jamais comme je l'ai connue, que je ne peux, et je me rends compte même maintenant, même pas transmettre comme je le voudrais à mon fils. Et c'est ce chant un peu de nostalgie, ce dor qui est venu tout le temps comme ça alimenter mon parcours, mon chemin d'écriture. J'entends tellement de choses qui résonnent dans les propos de René et de Gisèle. Oui. Moi, j'ai quitté Paris pour aller vers le 9-3. J'ai grandi de l'autre côté du RER A. Je suis une enfant du RER A. J'ai fait toutes les branches. Et c'est aussi ma mère qui m'a transmis l'amour de la littérature. Voilà. Elle apprenait le français. Et après ses cours à l'association qu'elle suivait, eh bien, elle me les refaisait. Alors elle, ça lui permettait d'apprendre le français plus vite. Et puis ben, moi, ça m'a ouvert à la lecture et l'écriture à 4 ans et demi. Ce qui était des moments absolument privilégiés quand on a un papa ouvrier chez Peugeot et une maman femme de ménage ou vendeuse en boulangerie, enfin ce qu'elle pouvait trouver à l'époque. Et que tout à coup débarque dans votre vie Alphonse Daudet, un peu plus tard Stendhal, Dostoïevski, juste par cet amour du fait qu'il y ait des livres à la maison. Et ces livres, ce n'étaient pas des livres achetés en librairie, hein, c'était des livres achetés au supermarché. Et on avait tous les classiques comme ça de la langue française. Et Robert Louis Stevenson aussi. C'est magnifique. Alors dans La peine des faunes, aux éditions Julliard, on peut lire « Les faunes ayant changé de manière irréversible le sort des créatures domestiquées, nombre d'entre elles seraient ensauvagères dans les forêts non exploitées. » C'est un livre engagé. C'est un livre aussi de femmes. Vous nous raconterez un peu ces femmes, Rebecca, tout le monde. Voilà. C'est un livre qui s'attache à suivre des générations de femmes dans une famille qui est à la fois ancrée dans la Tanzanie des années 80 jusqu'à aujourd'hui, en France, en Angleterre, et on termine en Écosse cette histoire pas ordinaire. Et en même temps, il y a une rupture stylistique et littéraire dans les choix techniques que j'ai faits pour ce deuxième roman, mais une continuité par rapport au premier, en ce que ce sont des voix de femmes qui veulent être entendues. Voilà. Oui. Et pour moi, c'était très important que ces voix féminines de femmes qui ont un lien avec le continent africain, eh bien, on les entende. Alors, dans La mer Noire dans les Grands Lacs, on écoute une jeune femme enceinte qui est au bord du lac Kivu. Et elle raconte à son enfant à naître toute son histoire, de sa naissance en Europe de l'Est jusqu'à son arrivée et son engagement dans un mouvement citoyen et démocratique de la jeunesse congolaise. Et dans Peine des faunes, le roman commence par un dialogue. Et au départ, dans le manuscrit, je crois qu'il y avait bien 40% de dialogue. Et vous devez enlever après. J'avais très envie que ces voix s'incarnent et qu'au lieu de dire indirectement et au lieu d'aller vers d'autres types de choix que des auteurs francophones font aujourd'hui, eh bien on entend de parler directement des femmes depuis le continent africain. C'était quelque chose qui me semblait absolument nécessaire. Les faunes, c'est l'expression qu'utilise la matriarche de la famille de cette lignée, la vieille Omra, et qui désigne les animaux, y compris les animaux humains. Oui. Elle emploie cette expression au pluriel pour nous inclure dedans. Oui, surtout les femmes, c'est bien ça. Alors, vous êtes une guerrière en mouvement permanent. Même au repos, vous bougez, vous voyagez, vous vous cherchez. Et pourtant, vous dites « Je ne suis pas les héroïnes du livre ». Est-ce vrai? Êtes-vous proche de ces femmes? Voilà. Oui, je suis la grand-mère qui a un petit singe dans sa cour et qui fait pousser de la ciboulette, je ne sais pas. Non, je crois qu'il y a une dimension de relation entre mes personnages et moi, puisque je leur parle. Voilà. Donc c'est assez insupportable à vivre lorsque quelqu'un partage ma vie.
On verra ce que dira mon petit garçon en grandissant. Tout à fait, je parle de lui. Mais je parle à mes personnages, elles me parlent, je discute avec elles, avec eux. On se dispute, on a chacun nos opinions sur les choses. Parfois, j'essaie de leur faire faire un certain nombre d'actions et ils refusent, ils s'y refusent et ils font d'autres choix. Et pour l'instant, c'est ce qui guide en partie la façon dont j'écris. C'est cette relation que j'ai avec ces personnages. Alors, ça peut paraître un peu dingue, pendant 3-4 heures, cette nana qui parle toute seule chez elle. Mais en même temps, ça me permet de leur donner vie, de les faire vivre et de les noter. Voilà. Donc, il y a ce passage qui est très beau. Vous dites, depuis Esther, la grand-mère d'Omra, jusqu'à Viviane, de mère en fille, ce sont des gerbes de force. Les femmes sont des gerbes de force. Les femmes sont des vapeurs de volcan, comme dit Rebecca. Oui. Et oui, des gerbes, avec tout l'aspect symbolique que cela a. Et puis ce prénom, Omra, qui en fait est un prénom hébreu et qui cache ce symbole de la gerbe de blé. Les femmes sont des gerbes de force. En l'occurrence, ce que propose Pendefaune, ce que propose Omra, Maggie, Rebecca, Gina, Viviane dans ce texte, c'est un changement total de paradigme dans la relation, précisément. Un changement total de fonctionnement dans la transmission. L'une d'entre elles va être assassinée. Oui, ça va être le drame qui va tout changer. Et toutes vont dire ce qu'il s'est passé, en fait. Et chacune va essayer de construire un futur personnel, collectif, familial, politique, à partir de cette expérience, ou plutôt à partir d'une tentative d'émancipation, de résilience face à cette expérience traumatique. Et ce qui était pour moi absolument urgent, c'était de mettre en lien ces histoires avec une réflexion sur la condition du corps, des corps. Les corps battus, les corps violés, les corps assassinés, poignardés, kidnappés, séquestrés. L'une de mes personnages dit à un moment, mais quels sont les autres corps en fait à qui l'on fait ça tout le temps? Ce sont ceux des animaux, bien sûr. Alors, dans La peine des faunes, vous dites le monde ne change pas, c'est un personnage, ma fille. Le fermier aime sa vache de tout son cœur. Il lui donne un nom, des caresses. Il la soigne. Et quand elle est malade, il l'éduque, la domestique, la laisse manger dans sa propre cuillère. Il exhibe fièrement devant ses voisins. Pourtant, chaque année, il égorge ses veaux pour être le seul à pouvoir boire du lait de sa vache. Et quand elle ne peut plus enfanter pour rien, ou simplement quand il est pris d'un caprice, c'est elle qu'il tue, il la mange, aucune différence. C'est une comparaison avec les femmes, un peu, quelque part. C'est ce que la condition féminine. C'est ce que la mère du personnage qui va être assassinée par son mari lui dit 20 ans avant que ça arrive. C'est terrible. Dans La mer Noire, dans les Grands Lacs, aussi vous avez cette relation, vous écrivez par cette relation à l'enfant. Quand tu seras né, mon fils, plus rien ne comptera aux yeux du monde. Que ton petit cataclysme, qui nous obligera constamment à la prudence, à respirer un peu fort et à marcher lentement. Et vous êtes maman depuis quelque temps. Est-ce que votre fils, c'est un cataclysme qui vous est arrivé, un beau cataclysme? C'est le mien, c'est mon petit cataclysme, bien sûr. Et puis, comme tout enfant qui naît aujourd'hui, c'est le futur. Oui. C'est la possibilité d'une solution. Et c'est là qu'est votre engagement pour ce futur? Alors, vous savez, je le réalise de plus en plus en le voyant chaque jour apprendre à une vitesse extraordinaire. Il a 5 mois maintenant, j'ai découvert aujourd'hui qu'il connaissait le langage des signes. 35 nuits sans sommeil. Oui, ça, absolument. Et il sait s'exprimer, il sait utiliser des signes pour dire qu'il a faim, et cette espèce de matérialité, de quotidienneté, en fait, ça vous rend très humble. Et ce que moi je désire, ce que moi je souhaite, ou ce que je projette, ou mes idées, mes engagements, il va apaiser la fugitive un peu. C'est tout petit à côté d'un enfant qui grandit. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la génération qui vient, malheureusement, j'ai envie de dire, a une tâche immense. Oui. Voilà. Il faut juste qu'on leur mette pas de bâton dans les roues.
il y a un côté très beau et mystique un peu et traditionnel dans vos livres. C'est important, les traditions. Alors pas simplement des traditions que nous portons très concrètement et qui s'incarnent dans nos comportements, mais mes personnages féminins sont souvent porteuses, pas que féminins, puisque les hommes sont une part de la solution, oui. et notamment les enfants, sont porteuses d'une dimension spirituelle, oui. on dirait spirituelle, très forte. Et parfois, elles sont même religieuses, pratiquantes, elles prient, et tout en étant des femmes très émancipées. Et donc cette complexité de la figure féminine, moi, m'intéresse. Le fait que justement, elle se déploie avec force, sans idéologie. Et c'est ce qui leur permet de m'entraîner un peu dans leur voyage et de me faire accepter de les écrire. Vos 2 livres, Annie, vous les avez écrits, je crois, un est les manuscrits. Le premier s'est terminé avant minuit et le second, juste 1 minute après minuit, c'est un peu ça. Et vous ne saviez pas que vous alliez être édité. Le premier livre, donc, a été un grand succès, vous avez eu beaucoup de prix, et donc le second est arrivé après, qui a un grand succès aussi. Ce saut entre le premier livre qui fait je ne sais pas, c'est magnifique, et le second, est-ce qu'on a peur? Je n'ai eu que quelques heures pour ne pas me poser la question. Oui. Pour moi, c'était urgent d'écrire Peine des Faunes, et c'est pas un livre que j'ai choisi d'écrire au départ. J'avais terminé le manuscrit de La mer Noire dans les Grands Lacs avec la voix magnifique de Nili, qui est un personnage avec qui j'ai adoré cohabiter pendant 2 ans. Elle m'a transformée dans le sens le plus lumineux du terme. Et puis est arrivée une des femmes de cette lignée matriarcale de Peine des Faunes, et alors j'ai tout fait pour essayer d'y échapper. J'ai commencé un autre roman dont le héros était un jeune homme, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé d'écrire d'autres choses, je me suis engagée dans d'autres projets. Et c'est revenu, c'était le destin. En fait. Elle m'a un peu forcé la main. Et puis ensuite, elle a pris sa place, une place beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée parmi les femmes des générations d'avant et d'après elle. Mais il est vrai que je n'ai pas vécu cette sorte d'angoisse peut-être que certains auteurs ont pu avoir entre le premier et le deuxième roman, et je continue d'ailleurs, puisque le troisième est quasiment terminé, le quatrième est entamé. Écrire est un besoin, c'est une urgence. Effrayée. Non, pas du tout, j'ai la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Quand vous avez grandi comme moi, on est en urgence. Au Port Marly, juste à côté du château des Lionceaux, Alexandre Dumas, avec un papa qui prenait l'autocar tous les matins à 4 heures pour aller à l'usine Peugeot-Poissy. Oui. Mais quand vous sortiez de chez vous, vous voyez les bords de Seine et les peintures d'Alfred Sisley, ça vous fait quelque chose au cerveau. Hein. Ça vous secoue en fait, ça vous secoue les tripes, ça vous secoue l'imaginaire. Et très longtemps dans ma vie, j'ai pensé que écrire ne pouvait pas être un métier. Voilà. Et je me souviens, même vers 13-14 ans, je voulais être ébéniste. Alors, du coup, lorsque j'entends que des jeunes aujourd'hui qui sont pris en charge par l'ASE, qui sont accueillis par l'ASE, on l'a accompagné, ont la chance de pouvoir connaître les métiers du compagnonnage, je trouve ça merveilleux. L'écriture est un artisanat, au sens le plus technique du terme. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis c'est comme ça qu'on acquiert un peu d'habileté. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire. Encore une question. La notion de conscience individuelle est ce que supporte la conscience de chacun. Nous avons une conscience élastique. La géométrie variable, vous voulez dire, oui, Jeanne ? Probablement. Quand on en a une. Quand on en a une. Et puis, elle est tellement le fruit de l'expérience qu'elle s'adapte aux situations que nous vivons, et on ne peut jamais savoir à l'avance comment est-ce qu'on aurait agi dans telle ou telle situation. Et c'est un peu ce que dit la fille, une des filles de la femme qui a été assassinée. Elle dit « On a tous tué ma mère ». On a tous tué ma mère, exactement. Je terminerai avec vous, il y a de très beaux passages sur l'Afrique. Moi, je suis née en Afrique, donc c'est très poétique aussi. Mais aussi ces mots. Nous nous tenons devant les faunes avec la petitesse des feuilles. Nous nous tenons dans le sillage des femmes avec la vie.
au point. Et nous ne bégayons qu'une seule phrase devant chaque obscurité avant de nous démettre de nos souffles entre les doigts de la nuit jusqu'au seuil du jour et de faire les bons choix. Une seule et unique phrase. Que reste-t-il de nous? Merci Jeanne. Merci à vous. Et je suis très heureuse aussi de savoir que le petit cataclysme va bien, même si vous ne dormez pas. Voilà. Étienne Kern, professeur et écrivain, vous avez écrit avec votre épouse, je crois, Anne Joquel, et puis aujourd'hui, vous avez, avec Les Envolées, vous nous avez nous-mêmes beaucoup touchés, à la fois par vos envolées et la minutie avec laquelle vous décrivez, non pas le saut, mais l'instant d'avant, où tout est possible, parce qu'en bas, on voit qu'il va s'écraser, qu'ils vont s'écraser. Il y a cet instant de miracle. On exerce des envolées aux éditions Gallimard, qui a reçu le concours du premier roman 2022 et qui hier a reçu le prix de l'Aéroclub de France 2022. Bravo, je ne sais pas combien de bandeaux ils vont mettre. Voilà, bravo. Il y a ces mots de René Char, la parole en archipel. Il semble que ce soit le ciel qui ait le dernier mot, mais il le prononce à voix si basse que personne ne l'entend. Vous avez choisi donc de retracer la vie de Franz Reichelt. C'est un petit tailleur venu de Bohême, c'est un tailleur pour dames, installé à Paris et qui voulait faire, parce qu'à l'époque il y avait des avions, il y avait le début de tout ça, des parachutes pour ne pas mourir. Et il voulait le tester lui-même et il venait de s'envoler donc de la Tour Eiffel. C'est une histoire vraie en 1912. Donc vous nous racontez un peu comment vous avez retrouvé cette histoire. Oui, merci d'abord. Merci beaucoup Jeanne pour tout ce que vous avez dit. Je suis d'abord effrayé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de passer après tant à la fois de beauté et de vérité, de justesse dans tout ce qui a été dit. Donc votre question factuelle me rassure. Donc si c'est simplement dire ce qui s'est passé... Non, je vous poserai d'autres questions. Je ne suis pas très rassurée. Vous avez parlé d'histoire vraie, oui. Alors le 4 février 1912, cet homme qui s'appelait Franz Reichelt, tailleur pour dames, qui parlait allemand, qui est né dans le royaume de Bohême, qui faisait à l'époque partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie, et qui était installé à Paris depuis 1900. Cet homme, donc, le 4 février 1912, saute de la Tour Eiffel, du premier étage, 57 mètres du sol, du champ de Mars, et il avait sur lui un costume parachute qu'il avait conçu et réalisé lui-même, parce qu'il participait à un concours qui visait à récompenser l'inventeur d'un parachute pour aviateurs. 1912, c'est les premières années d'histoire à la fois de l'aviation et du cinéma. Et la Tour Eiffel, quand on y pense, n'a guère que 23 ans. Elle est dans ses jeunes années. Et ces trois lieux de la modernité, l'aviation, le cinéma, la Tour Eiffel, qui est le lieu moderne par excellence chez Apollinaire, dans le premier poème d'Alcool, sont réunis dans cette histoire. Parce que si cette mort en 1912 est si saisissante, et si elle existe encore un petit peu dans notre mémoire collective, c'est qu'elle a été filmée. Oui, justement, ce il y a des jour-là, caméras en bas. Il y avait 2 caméramans qui travaillaient pour le Pâté Journal, qui diffusaient des courts-métrages d'information dans les salles de cinéma. 2 caméramans étaient là et ont saisi cette mort. C'est la première fois dans l'histoire qu'une mort est saisie en direct. Oui. Plutôt presque la deuxième. La toute première fois, c'était une exécution publique qui a été filmée. C'était en 1911, 6 mois avant. Mais les caméramans, ce jour-là, en 1911, savaient ce qu'ils allaient filmer. Oui. Alors que ceux qui étaient là le 4 février 1912 pouvaient se douter peut-être que ça allait mal tourner, mais enfin ignorer ce qu'ils allaient enregistrer dans leur caméra. Et cette histoire vraie est le point de départ de cette histoire d'écriture. Il y a quelques années, je suis tombé par hasard sur Internet sur ces images. Je ne les connaissais pas, je n'ai su qu'après à quel point elles étaient connues, souvent diffusées dans des reportages sur la Tour Eiffel, sur l'aviation, sur la Belle Époque. Je ne les connaissais pas. Et j'ai été bouleversé, j'ai été fasciné, d'un point de vue d'abord un peu intellectuel, parce que la Tour Eiffel n'est pas un lieu qui nous laisse indifférents, c'est un mythe, un endroit mythique. Et ce scénario du désir d'envol et de chute est aussi un scénario mythique,
C'est un peu comme si un Icare des temps modernes était filmé devant nous, Voilà. et on voit mourir l'un des nôtres en direct. Enfin, on ne peut pas rester indifférent, ni intellectuellement, ni beaucoup plus profondément, de manière humaine. Et il y a une dimension plus intime, sans quoi je pense que je n'aurais pas écrit C'est votre ce livre. grand-père. C'est mon grand-père, Et- effectivement. Mon grand-père que je n'ai pas connu, mais qui est mort, pas qui est mort, qui est mort quelques années avant ma naissance en tombant d'une chute. Il était appuyé à la balustrade du balcon de l'appartement qu'habitaient mes parents à l'époque. Ma mère faisait de la couture sur le balcon. Et c'est un curieux hasard que le personnage qui me permette de mettre des mots aussi sur cette histoire de mort et de deuil soit tailleur pour dame. Toujours est-il que ma mère donc a vu son père basculer, puisque la balustrade s'est cassée sous son poids, et il est tombé. Et il est mort un peu après à l'hôpital. Et donc j'ai pas connu, je vous l'ai dit, cette histoire, mais j'ai grandi avec cette histoire. Oui. J'ai grandi avec ce scénario initial et traumatisant de la mort par chute. Et vous aviez une amie qui s'est défenestrée aussi. Voilà, ça Donc c'était vous avez vos envols beaucoup quelque plus récent. Oui. Ça m'a touché beaucoup plus personnellement parce que là, mon grand-père, c'est une sorte d'archéologie de la psychologie, tandis que cette amie que j'avais, qui était une camarade d'études à la base, qui s'est suicidée à Paris, c'est beaucoup plus brutal, violent. Tout cela a fait que cette mort de Rachel, cette chute, ces images, cette vidéo, faisait sens à mes yeux dans une relation avec deux autres chutes, avec deux autres personnes, mon grand-père, mon ami, et c'est l'interconnexion de ces histoires qui a entraîné le livre, et qui, d'une certaine manière, suggère le mystère de ce qui s'est passé en 1912. En 1912, on ne sait pas trop si Franz Reichelt voulait se suicider de manière théâtrale, sinon mégalo avec la Tour Eiffel comme toile de fond, ou si c'est un accident malheureux ou quelque chose qui aurait pu réussir. Et le scénario de la mort accidentelle de mon grand-père, le scénario de la mort voulue, choisie par suicide de cette amie qui s'appelait Muriel, dessine une sorte, tisse un entre-deux, au sein duquel on peut situer Franz Reichelt. On peut y lire un accident, on peut y lire un suicide. Et ces trois chutes forment du coup une sorte de presque de triptyque. Il y a une magnifique poésie dans votre livre. Il y a par exemple Emma qui partage la vie de Franz Reichelt. Emma se tait. Elle connaît déjà cette lueur dans les yeux, cette manière de se laisser happer par un rêve où elle n'a pas sa place. Franz dérive loin d'elle, elle s'en va. Franz reste immobile, il la regarde disparaître au loin. Son manteau gris est cerné de poussière dorée. Des chiens aboient, une péniche passe le long du quai. Et cette phrase, « La beauté du fleuve est intolérable ». C'est ce fleuve seul qui... C'est magnifique, je trouve. Merci. Je ne saurais pas comment commenter. Non, je crois que c'est une émotion. S'il y a une poésie, c'est peut-être... Vous avez tous la poésie dans vos livres, d'ailleurs, c'est vrai. Oui. Dans ce que les mots suggèrent. Je crois qu'en faisant confiance aux mots, à leur puissance de résonance, et souvent à leur grande simplicité, on peut créer un espace pour la poésie au sein du roman. Il y a un texte très beau de Proust, qui est un dialogue avec Mallarmé. Oui. Un dialogue qui porte sur la question de l'hermétisme. Est-ce que le texte doit être inaccessible, plein de secrets, plein de mystères, comme le pense Mallarmé, ou est-ce qu'il doit être partageable, comme le pense Proust? Et Proust s'oppose à Mallarmé. Il dit ça avant d'avoir écrit La Recherche, on est encore à la fin du XIXe siècle. Et Proust dit que les mots les plus forts sont les mots les plus simples. Et qu'un mot comme soleil, ou mer, ou ciel, suffit à créer de la poésie, parce que ces mots sont comme des belles au bois dormant, endormis, qui n'ont besoin que d'être lus pour que les lecteurs éveillent quelque chose qui est lié à leur mémoire, à leur mémoire affective et sensitive souvent, à partir de ces mots. Et donc peut-être que s'il y a la poésie, c'est que tout simplement le mot fleuve fait une image immédiatement quand on l'entend, quel que soit ce fleuve, et chaque lecteur, chaque lectrice verra le sien, et sentira revivre ou revenir quelque chose, refluer quelque chose en soi. Étienne, ils sont quatre, vous êtes quatre, pardon.
ce sont tous des fugitifs quelque part. Lui, il a été en vrai, il a fait de la cavale, il a tout fait. Gisèle, elle a ses allers-retours. Annie, elle a une vie avec un carnet d'existence d'une frontière à l'autre et encore plein de choses encore. Mais vous êtes le plus dangereux des quatre, je trouve. Bon, parce que vous, il y a un saut. Bien mon jeu, mais vous écoutez. Parce que vous faites vraiment, comment dire, pas sage, mais gendre idéal. Et j'ai l'impression qu'il y a en vous un saut. Quel est le saut qu'on ne voit pas chez Étienne Kern? Qu'est-ce qui vous fascine? Il y a en vous un saut, ça c'est certain. Alors, je vais commencer par une anecdote. Ce livre m'a fait vivre une deuxième vie. Oui. M'a fait rencontrer des personnes que je n'aurais jamais rencontrées et m'a donné la chance et la joie d'en parler, de parler de France devant des publics très, très divers, des prisonniers au Mans, des collégiens, des lycéens, etc., etc. Et j'ai eu une rencontre dans un EHPAD avec des personnes très âgées, évidemment. Ce qui a été une expérience un peu, humainement évidemment très forte, mais presque un peu déplaisante, parce que ces personnes très âgées avaient une liberté de parole totale. Oui, bien sûr. La liberté Elles de n'ont parole. plus rien à perdre. Exactement. Voilà. Et donc, il y avait deux dames, ce jour-là, qui me disaient à quel point elles n'avaient pas aimé ce livre, il est trop compliqué à lire, et surtout, il est vraiment trop triste. Tout le monde meurt dans ce livre. Est-ce que vous aimez la vie? Et c'était une femme qui devait avoir 95 ans qui m'a posé cette question. Et j'en suis pas encore revenu de cette question, qui était pour partie une boutade, une plaisanterie, mais qui mettait le doigt, peut-être, sur quelque chose d'un peu obscur, d'un peu morbide, peut-être, une forme de fascination. C'est vrai, je fais mourir mes personnages, et je crois que les racines sont familiales. Ma mère a longtemps été bénévole dans de nombreuses associations, et notamment faisait de l'accompagnement aux mourants. Ce qui, évidemment, ne peut pas laisser une personne indemne. Bien sûr. Et j'ai grandi, en fait, alors déjà dans le scénario de la mort du grand-père, etc., mais aussi dans ce que me disait maman, que ce jour-là, elle avait accompagné telle personne qui avait tel âge à l'hôpital. Et ça a dû ancrer quelque chose en moi qui doit être un peu morbide. Donc, si vous cherchez derrière l'image du genre idéal, quelque chose d'inquiétant, c'est peut-être... je ne sais pas si c'est inquiétant, ça me fascine moi aussi, parce que vous avez écrit vraiment un livre où vous décrivez à la seconde près cette chute. Et en même temps, vous êtes fasciné parce que vous dites que c'est une mort programmée. Déjà, il était mort, on le savait qu'il allait tomber, pas lui. Mais par contre, il y a la fascination de l'instant où il saute. Et j'ai l'impression que vous êtes vous là, en train de regarder ce haut de la chute, en quelque sorte. Vous êtes resté à la hauteur de la chute, pas par terre. Si Rachel existe, c'est par l'image, et d'abord par ce film, ce court-métrage en noir et blanc. Pas votre livre. Qu'on voit sur Internet et qu'on peut virtuellement revoir à l'infini. On a ce pouvoir de cliquer sur le bouton pour que ça reparte. Et c'est là qu'est cette ambivalence, parce que, je dis une évidence, mais au début du film, il est vivant. À la fin du film, il est mort. Et on a ce pouvoir quelque peu malsain de le tuer, de le faire revivre, de le tuer, etc. Et cette expérience d'une temporalité assez étrange, où pour lui, la mort est devant lui, alors que pour nous, elle est lointaine, elle a eu lieu depuis longtemps, parce que 1912, ça fait longtemps. Cette expérience temporellement troublante nous trouble précisément parce qu'elle dit quelque chose d'universel qui est lié à notre expérience de la vie et au fait que, on l'a suffisamment dit tout à l'heure, nous mourrons tous de la même manière. Et j'étais habité en écrivant tout ça par un texte de Roland Barthes sur la photographie, la chambre claire, qui est liée pour Barthes aussi à la mort de sa mère, au deuil, où Barthes a des phrases magnifiques et définitives sur l'émotion que suscitent les vieilles photographies. Et il a notamment comme expression, on le sait, a été, qui suffit à nous troubler, le fait que quelque chose a existé et n'existe plus parce que du temps a passé. Et ça nous invite à être à la fois plus triste et plus humain, de mesurer ce passage. Et il a une formule qui est la suivante: il est mort et il va mourir. La mort se dit au futur. Et il dit ça à propos d'une photographie particulièrement qui représente un condamné à mort
qui a été photographié dans sa cellule avec des menottes le jour où il a été exécuté, le jour où il a été pendu. C'est un personnage de l'histoire des États-Unis, vers 1864 ou 5, quelque chose comme ça. Un anarchiste qui avait entrepris d'assassiner le secrétaire d'État américain, qui a échoué dans son attentat, qui a été capturé, puis qui a été exécuté. Et cet homme a été photographié. Et Barthes reproduit et commente et décrit la photographie en disant que ce qui l'intéresse, ce qui crée chez lui un plaisir culturel et cérébral, c'est l'aspect documentaire de la photographie et puis la beauté de cette photographie. Pour plein de raisons, il faudra la voir pour voir à quel point elle est belle. Mais ce qui le bouleverse profondément, et là Barthes emploie un mot qui est un mot latin qui est punctum, qui est lié à tout ce qui est poignant, qui donne des coups de poing, ce qui nous remue très profondément, ce qui le bouleverse, c'est cette phrase « Il est mort et il va mourir ». Il est mort parce que la photographie est en noir et blanc, on voit aux vêtements que ça a plus d'un siècle, c'est très ancien, il est forcément mort, mais il est photographié juste avant. Pour lui, c'est encore un futur. Et cette situation est précisément celle de Franz Reichelt sur cette vidéo et sur les nombreuses photographies que la presse de l'époque nous donne et qui m'ont servi de point de départ et d'accompagnement dans l'écriture. Vous dites de lui aussi, c'est un inventeur, ce n'est pas un ingénieur, c'est un inventeur, c'est un tailleur pour dames, et c'est un inventeur. C'est joli un inventeur, c'est joli un inventeur. Et vous aviez raison, c'est le plus dangereux. Lui. J'ai le plus dangereux, vous voyez, même René me dit que vous êtes le plus dangereux. Et il s'y connaît, hein. Hier, à l'Aéroclub de France, oui. Donc, j'ai reçu un certain nombre de cadeaux. Oui. Et il y avait un couteau parmi ces cadeaux. Un couteau Laguiole qui a été fabriqué à partir du carbone d'un Airbus A300, j'ai oublié. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce couteau, mais effectivement, alors il n'est pas sur moi, il est à l'hôtel, mais dans mon sac, j'ai un couteau flambant neuf, donc méfiez-vous. Je suis peut-être le plus dangereux. Alors, Franz Reichelt est un inventeur. Techniquement, c'est vrai, puisqu'il a déposé un brevet pour ce parachute, ce costume parachute. Il s'est vécu comme un inventeur. Et je trouve que c'est un bel hommage que la presse de l'époque lui rend dans certains articles en le qualifiant d'inventeur. Parce que quand on y pense, effectivement, il a déposé un brevet, mais ce qu'il a inventé, c'est le parachute qui ne s'ouvre pas. C'est une invention dérisoire qui ne change rien à l'histoire et qui surtout lui a coûté la vie. Et l'appeler inventeur, c'est lui rendre une dignité, c'est revenir au sens même de son geste. Il a voulu inventer quelque chose qui était un acte altruiste, parce qu'il n'était pas concerné, il n'est pas aviateur, c'était pour sauver la vie des autres aviateurs. Et donc j'aime beaucoup cette idée, cette élégance, si on peut le dire. C'est un inventeur, et comme par exemple les figures d'inventeurs, je sais pas, chez Balzac ou chez Jules Verne, un chercheur d'absolu. Quelqu'un qui cherche quelque chose qui le dépasse. Et finalement, le parachute n'est que l'image ou la métaphore de quelque chose d'à la fois de plus profond et de plus insaisissable. Et déjà, on a ce mot d'inventeur, et puis il y a quelque chose qui nous embarque immédiatement, un petit tailleur venu de Bohême. Et notre imagination, à notre tour, voilà. Vous écrivez, donc, parce que c'est un livre vraiment magnifique qui m'a beaucoup touchée. Et je pense en effet que le couteau, vous devriez le garder. Il est dangereux, n'est-ce pas, René? Il est dangereux. Voilà. Vous dites, tu étais tout ce qui m'obsède, le souvenir de ces corps qui chutent, l'évidence de ces 82e secondes qu'il faudra bien vivre un jour, cette vérité si troublante, l'expérience du vertige n'est pas la peur de tomber, mais le désir de sauter. Tu étais ces cauchemars qui me hantent depuis l'enfance, le sol qui s'ouvre, une plaque de neige qui glisse, une barrière qui lâche et m'entraîne avec elle, ou m'arrache ce que j'aime. Et donc il y a plein une chronologie magnifique. Et après vous dites, ils se sont envolés, ils ont été. Donc c'est quelque chose qui est comme définitif, mais au fond ça ne l'est pas. Vous avez écrit un livre, vous avez eu un Goncourt du premier roman, vous avez eu hier le prix de Aéroclub. Quelque part vous les avez immortalisés à vie, vraiment. Et c'est très touchant. J'aimerais que vous ayez raison. Parce que, évidemment, on a cette illusion nécessaire que l'écriture changera quelque chose. Est-ce qu'elle change? Et je crois que non. Je crois que... Ils sont vraiment morts. Le réel est là. Le réel est là.
un livre n'existe que lorsqu'il est lu et... Étienne, après avoir eu tous ces prix, bien sûr, et ce livre qui a quand même... le livre d'après, vous le craignez, c'est votre saut de parachute? Vous ne vous écraserez pas, j'en suis sûre. Voilà. C'est quoi le livre? Alors je vais lire vos deux questions, la précédente et celle-ci. Tout à l'heure je parlais donc d'illusion, Oui. En fait ça ne change rien, je crois, ça ne change rien au réel. Ça crée un autre réel, peut-être un réel parallèle, Oui. où nos envolées revivent un petit peu, retrouvent un petit peu d'éclat, mais l'absence reste l'absence. Et à cet égard, le parachute qui ne s'ouvre pas est peut-être une image de cette œuvre, ce livre, qui ne change rien. Et cette figure d'inventeur qui invente quelque chose qui ne sert à rien peut être un peu un double de l'auteur qui essaie de créer du nouveau, quoi, d'inventer quelque chose qui est une forme de tissu aussi. Vous n'avez pas dit ça tout à l'heure, qui est un peu comme un parachute à sa manière, mais qui ne changera rien à ce qui est vraiment important. Alors ça, pour moi, ça a changé plein de choses, mais ça ne changera rien à l'absence créée par le deuil, ça ne change rien à l'essentiel. Et donc, votre dernière question portait sur la peur. livre Oui, d'après, alors, voilà. j'entends Annie qui est déjà le 4e en route. Combien vous en avez, René, vous, en route? Combien vous avez fait de livres? 23, je crois. 23. Mais c'est pas grave. Vous êtes encore au début de tout. En tout cas, je suis au tout début du 2e. Oui. Mais vous avez écrit d'autres livres aussi, il faut dire. Avec votre épouse aussi, vous avez écrit plusieurs livres. Oui, les livres d'avant étaient des essais. Oui. Des livres en fait d'enseignants. On est profs de lettres tous les deux. Et Anne et moi avons écrit à 4 mains des essais surtout sur la vie littéraire, Oui. sur les écrivains. Et c'était un peu un nouveau départ, un nouveau saut d'un inconnu, de passer à la fiction. Mais c'est même pas un choix. Annie disait tout à l'heure que le livre s'impose. Et je crois que ça a été mon cas. Le livre d'après Aussi. est en cours. Oui, le livre d'après est en cours. Et celui-là s'est imposé à cause des résonances intimes de cette chute. Oui. Mais je n'aurais pas envisagé d'écrire un essai, par exemple, sur Franz Reichelt. Oui. Un objet distancié, argumenté, un peu historique, un peu savant. J'aurais pas vu l'intérêt de faire de Franz un objet d'investigation et de savoir, là où le roman peut essayer de faire de lui un objet de mystère et surtout de tendresse, qui est un mot qu'employait René tout à l'heure, et auquel je suis très attaché. Et j'aime beaucoup la romancière polonaise Olga Tokarczuk, qui dans son discours du Nobel en, je sais plus, peu importe, il y a quelques années, dit que la tendresse est au cœur de toute démarche d'écriture. Qu'il n'y a pas de roman sans tendresse. Qu'il n'y a pas de roman sans la tendresse pour à la fois le monde réel et ce monde fictif créé avec et par des personnages. Même si le personnage mis en scène est un monstre moral, il faut un minimum de tendresse de l'auteur, l'autrice vis-à-vis de lui pour que l'écriture soit possible. Et j'aime cette idée que ce qui est esthétique et ce qui est moral, ce qui est esthétique et ce qui engage la relation à l'autre soient en fait inséparables. Et la tendresse, c'est à la fois une manière d'écrire et une manière d'être. Merci beaucoup. En tout cas, vos carnets d'existence, parce que le mot est immense. Je vais demander à chacun de vous rapidement de me dire ce que vous avez écouté de l'autre avant que je vous livre à ces messieurs et après au public, parce que c'est pas fini, la torture continue. René, que pensez-vous de ce que vous avez entendu? Vous qui avez quand même, au point de vue rébellion, fugitif, livre, tout. Parce que ce que nous venons d'entendre, moi je ne pense pas que le livre soit inutile et qu'il ne change rien. Le livre est là pour faire revenir ceux qui sont partis, et cet homme qui saute de la Tour Eiffel, sans le film et sans son livre, personne ne le connaîtrait. Et moi quand j'écris, c'est aussi pour faire revenir ceux qui sont partis. J'ai perdu ma mère il y a déjà 30 ans. Et le jour où on m'a appris qu'elle venait de mourir dans cet hôpital à 11h du soir, 30 secondes après, j'avais 40 de température et cette fièvre a duré 1 semaine et pendant 6 mois, je n'ai pas écrit un mot, je n'allais plus au restaurant, plus au cinéma. La mort d'une maman m'a terrassé et je n'avais plus envie de rien. Et un jour, j'ai acheté un cahier neuf et j'ai écrit sur la première page le mot maman. Mais je l'ai écrit 30 fois, uniquement le mot maman.
Et puis une première phrase est venue, depuis que ma mère est morte, je ne tue plus les mouches. Et je respectais tous ceux qui traversaient mon appartement, une fourmi, une mouche. Je pensais que ma mère revenait me voir à travers tous les êtres vivants, tout ce qui était vivant. Et j'ai commencé à écrire sur mon enfance avec elle, quand nous marchions dans la rue de Marseille, quand elle me tenait la main, je la regardais, cette immense confiance, cette immense douceur, il a parlé de douceur, eh bien je crois que tant qu'on tient la main de l'enfant qu'on a été, tant qu'on écrit sur l'enfant qu'on a été, eh bien ça permet aux gens qui sont dans le ciel ou ailleurs de revenir tant qu'ils sont, à travers les mots que l'on écrit, ils sont vivants. Et ils sont vivants pour nous. Moi je continue à entendre la voix de ma mère, plus j'écris en voyant ma mère et plus j'entends sa voix, plus les mots m'amènent sa voix. Donc je pense que l'écriture, on n'a peut-être pas prononcé le mot d'émotion, mais le cœur de la littérature, c'est l'émotion. Moi j'ai trouvé une métaphore un jour sur l'émotion. Quand j'étais enfant, mon père était peintre en bâtiment, il adorait chasser le dimanche. Mais il n'avait pas de chien de chasse parce que nous étions dans un appartement. Il venait me réveiller le matin, quand j'avais 7-8 ans, pour que je lui serve de chien de chasse. Et nous partions dans les collines de Pagnol, hein, sous le Garlaban, et il me disait, tu passes là de ce côté de la colline, moi de l'autre, et tu aboies, tu fais du bruit. Ben, vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Donc moi qui n'aimais pas l'école, je vous l'ai dit, j'adorais les collines, et j'adorais aboyer, j'étais libre, ces grands espaces, j'aboyais et j'entendais mon père qui tirait. Et j'allais voir ce qu'il avait eu ou raté. Et quand je suis devenu écrivain, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire, j'aboie avec les mots, je fais du bruit avec les mots, je lâche des émotions, et les lecteurs sont des chasseurs. Ils attrapent ce qu'ils ont besoin d'attraper. Mais je ne sais pas du tout ce qu'ils vont attraper. On ne sait pas ce que les gens attrapent dans nos livres, ce qu'ils ont besoin à un certain moment de recevoir. Et donc, j'ai pensé que l'écrivain était un chien de chasse, celui qui soulève des émotions en aboyant des mots, et vous, tous les lecteurs, vous êtes des chasseurs d'émotions. Ce mot d'émotion... Vous entendez, vous êtes tous des chasseurs ici. Gisèle. Bravo. Je vois qu'il y a beaucoup de bons chasseurs. Gisèle. 3 choses. Oui. La première, chez Étienne, ce qui est intéressant, c'est ce film où on peut le faire revenir en arrière au ralenti. C'est-à-dire que ça autorise à ce qui est mort soit quand même vivant. Stop. Annie, elle dialogue avec ses personnages. Je me suis dit, moi j'ai dialogué avec mon imbécile. Alors en plus, moi des personnages, il y en a quand même pas mal. Voilà. Est-ce que l'écriture est un dialogue? Et si c'est un dialogue, avec qui? Les personnages ou autre chose? Stop. Quant à René, les mots ils résonnent dans une cellule, dans le vide, ça résonne. Moi je me dis toujours, quand j'écris, est-ce que mes mots sont de raison au sens raisonnable? Et des fois je me dis c'est de la déraison. Et je pense que l'écriture doit être à la fois déraisonnable, raisonnée au sens musical du mot, où on retrouve comme en musique des morceaux de tendresse. Annie. J'entends beaucoup les échos des disparus dans le travail de chacun. Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de porter nos disparus et notre propre disparition dans l'acte d'écrire. Mais moi j'aime beaucoup le voir comme avec un regard un peu anthropologique, quoi. Oui. C'est une activité de l'espèce, l'art. Voilà, ça fait partie de nous et on le fait. Comme certains fabriquent de magnifiques meubles, comme certains font des chaussures. Je ne sais plus si c'était Ionesco qui fabriquait des chaussures, qui était cordonnier. Et c'est tout. Et ce qui en est nous échappe de toute façon, et le texte ne nous appartient plus une fois qu'il est imprimé. Alors, moi j'aime cette idée justement, que les oiseaux s'envolent et qu'ils ne reviennent pas. Ça me plaît, que les disparus partent une fois qu'on les a écrits, ou restent, ou deviennent les disparus d'autres personnes et d'autres intimités. Et c'est ce qui fait la possibilité d'une altérité dans l'activité d'écriture. C'est l'enjeu quand même. Oui. Étienne, vous qui avez
en quelque sorte, pour porter les disparus, dans le parachute, en quelque sorte. René disait tout à l'heure qu'on n'avait pas prononcé le mot d'émotion, Oui, mais c'est vrai. je pense qu'on l'avait entendu, parce que les points communs, le rapport à la mer, le rapport à cette maison, le rapport au pays, l'enfance, il y a toujours une émotion première qu'on essaie de retrouver en écrivant. Je crois que c'est Camus qui disait que, en fait, on écrit pour retrouver les quelques images devant lesquelles le cœur de l'enfant s'est ouvert un jour. L'image première qu'on va passer notre temps, en fait, à inlassablement traquer comme des chiens de chasse. Et j'aime beaucoup ce que dit Annie sur le rapport anthropologique, en fait, qui renvoie l'idée qu'en fait c'est un besoin, et d'écrire et de lire. Umberto Eco disait qu'on lit des romans où des personnes meurent, où des personnes tuent, parce qu'on a besoin d'apprivoiser notre propre mortalité. Et là, on tombe sur une vérité anthropologique qui fait qu'il y a, que ce soit l'écriture aujourd'hui de textes imprimés ou la représentation d'un animal dangereux, fantastique sur une paroi à l'époque préhistorique, il y a dans toute forme d'art, au sens vraiment le plus large, une interrogation sur la mort et une stratégie pour essayer de l'esquiver. L'esquive, voilà, l'esquive. Merci beaucoup. Alors, merci. On a essayé de faire au mieux, on a 2 heures, on ne peut pas rester plus longtemps, on vous écouterait des heures. Monsieur Dan Bursea, vous les avez la plupart interviewés, vous avez lu pratiquement tous leurs livres. Qu'est-ce que vous avez entendu entre l'écrit et l'oral aujourd'hui? Vous êtes donc, on a dit tout à l'heure, vous êtes traducteur et en même temps vous avez lettre capitale. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, toujours avec l'idée de chasser le mot le plus important qui vous réunit tous. Et j'en ai plusieurs que je vais évoquer, bien sûr, pour donner encore une idée générale de ce qu'est, c'est peut-être trop prétention, mais ce qu'est l'écriture. Parce que vous évoquez tous ce mirage de l'écriture. Et pour moi, ce soir, j'entends les mots voyage, mais le mot voyage non pas seulement du réel à soi en tant qu'écrivain, mais de soi à soi. Puisque, Étienne disait tout à l'heure, le réel, c'est une question très difficile à définir, et il vaut mieux parler peut-être de son réel à soi. Mais s'il s'agit d'une intériorité, donc d'une réflexion de la réalité en nous-mêmes, à ce moment-là, il faut dire dès le départ que écrire, c'est de partir de soi et de se rechercher tout le temps soi-même pour se retrouver. Bien sûr, en passant par ce que vous avez dit, c'est-à-dire par cette histoire d'artisanat, de travail. Mais moi, je relève autre chose dans cette histoire de travail. Étienne parle de Reichert comme une personne qui est venue de loin, qui a demandé la nationalité française, qui a changé d'ailleurs son prénom pour être français. Cet homme, c'est quelqu'un de très bizarre tout au début quand on le regarde comme ça. Pourquoi? Il suit d'ailleurs l'exemple d'un ami qui a fait la même expérience tragique que lui. Mais c'est un homme habité par quelque chose, et on reviendra à cette formule, par quelque chose qui l'anime. Ce sont les aviateurs qui meurent dans les essais d'avion. Donc il veut vaincre, il veut aider ces gens à vaincre la mort. Donc son idée d'inventeur, de parachute, c'est pas une excentricité. Et c'est pas une question seulement de gagner une gloire trop facile de l'époque. C'est parce qu'il veut aider l'humanité à échapper à la mort. Ce que vous dites tous, vous, René, toi, Annie, vous, Gisèle, et surtout, bien sûr, Étienne, que je viens d'évoquer, cette histoire de son inventeur, s'il fallait choisir une formule qui résume tout, la littérature, c'est vraiment la plus merveilleuse tentative anthropologique, humaine, bien sûr, de vaincre les morts, de rendre l'humanité éternelle. À travers, bien sûr, le récit
à travers la fiction. Et c'est ça le problème. C'est que réfléchir que seulement l'être humain n'a un seul outil pour vaincre cette mort. C'est la fiction. Une fois échappé de ce réel qu'il encorse, le corridor, vous avez parlé du béton, vous avez parlé des frontières. Toi, Annie, tu parles de traverser de tant de pays et de ne jamais arriver là où il faut. Vous, Étienne, c'est la même chose, c'est-à-dire mélanger l'histoire personnelle, se mettre à nu, ce que j'avais écrit dans ma chronique, que vous n'êtes pas un témoin de votre histoire. Vous participez, vous plongez dans l'histoire de recherche avec la vôtre. Et d'ailleurs, tous, vous faites la même chose. Comment vous dire, ce qui peut-être est le plus percutant dans ce que vous faites, c'est comment cette réalité se reflète en vous. Vous, avec votre maman, l'image de votre maman, c'est quelque chose de formidable, de troublant. Moi, j'avais discuté avec Jean, j'étais troublé de cette beauté de la mer. Nous avons tous ce lien à la mer, sans doute. Mais vous avez une sincérité, vous avez un attachement, vous avez vécu, vous avez été élevé, béni par cette lumière de la figure féminine. Comme Annie d'ailleurs le fait avec ses personnages féminins. Quand elle parle de sa Roumanie à laquelle elle a été arrachée, j'ai tout de suite pensé à mes enfants. Il y a mon fils qui est là et lui, il a tout de suite compris ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, nous sommes attachés, d'ailleurs, c'est pas par hasard, que la terre est féminine et que c'est alma mater, c'est la mère nourricière. Donc, hommage à la littérature, hommage à l'écriture, hommage à la liberté qu'elle offre, et aussi peut-être la plus belle des victoires, victoire de la fiction, contre l'oubli, contre la mort et contre tout ce qui pourrait tuer la fragilité et la finitude de notre être, merci, de nos êtres. Merci, Dan. Un grand merci. Merci. Excusez-moi. Merci. Vous êtes le Candide aujourd'hui. Qu'avez-vous entendu? Quelle voix avez-vous entendu? D'abord, je voudrais vous remercier, Jeanne, de m'avoir invité, même si dans un premier mouvement, c'était un mouvement de recul. Oui, je sais. Je ne me sentais pas très légitime. Je n'ai pas de compétences de commentateur, de critique littéraire. C'est ce que vous dites, oui. Mais vous êtes écoutant quand même dans la vie. Voilà, je suis un écoutant et vous m'avez convaincu en me disant mais vous êtes un écoutant, vous viendrez comme un écoutant. Donc vous m'avez convaincu. C'est votre métier aussi, quelque part. Vous avez écouté beaucoup de gens. La deuxième raison qui m'a fait accepter, qui m'a fait choisir le oui éclairé plutôt qu'un non apeuré, je vous avoue que c'est mon goût de l'aventure, de l'imprévu, de l'inconnu, de me lancer spontanément à essayer de synthétiser en 3 minutes, parce que je crois que vous m'avez donné 3 ou 4 minutes. Hein. Il va que je sois très bref et très concis. Ce que j'ai vécu ce soir avec ces 4 auteurs et puis avec Dan. Alors, en essayant de relier, parce que peut-être par déformation professionnelle, mais aussi par choix de vie personnelle, je préfère ce qui relie les choses et les gens que ce qui les sépare. C'est à ce qui relie que je m'intéresse et non pas à ce qui sépare ou à ce qui distingue. Et en essayant de relier tous les auteurs, tous ceux qui écrivent et tous ceux qui lisent, parce que je ne distingue pas trop lecteurs et auteurs, ils sont engagés dans la même aventure, dans laquelle je suis aussi un petit peu engagé de manière. Ce qui les relie, quand j'essaie de réfléchir en un mot à ce qui nous relie tous, le mot qui m'est venu et qui va vous surprendre, parce qu'il est un peu connoté, vous allez voir, c'est le mot rédemption. Waouh. Oui, alors j'ai entendu un waouh, parce que dans notre société laïque, qui ne veut pas entendre parler de religion, je peux le comprendre, mais je persiste, je préfère utiliser le mot rédemption que le mot résilience. Oui. Résilience, il me cloue à mon siège de psy, il m'enferme dans mon cabinet, alors que rédemption, je vole sur la liste de Schindler ou dans le film Mission,
Et là, je suis dans un autre univers. Donc, rédemption, mais revisité. Alors, on va enlever les déclarations institutionnelles et dogmatiques, et je vais me risquer à redéfinir le mot rédemption à ma sauce. Vous le discuterez, évidemment. Pour moi, la rédemption, c'est une quête dans laquelle nous sommes tous engagés, chacun à notre manière, et que l'écriture est une voie de rédemption, en ceci qu'elle nous réconcilie entre notre partie visible et notre invisible. Elle réconcilie en nous l'homme extérieur et l'homme intérieur. Et je crois, c'est une hypothèse très personnelle, que si le monde va mal aujourd'hui et si les 4 cavaliers de l'Apocalypse courent au-dessus de notre tête, c'est en partie parce que l'homme a creusé le gouffre entre sa partie extérieure et sa partie intérieure. Et que si nous ne parvenons pas individuellement ou collectivement à réconcilier l'intérieur et l'extérieur, nous allons tous dans le mur, individuellement ou collectivement. Donc, la rédemption, eh bien, c'est le mot que j'ai eu envie de développer ce soir pour réunir à la fois tous les auteurs et tous les lecteurs qui nous écoutent ce soir. Voilà peut-être tout ce que je voulais dire. Merci. C'est un très beau mot. Bravo. Merci. Merci, merci. Nous allons passer au public des questions. Merci beaucoup, c'était vraiment magnifique. Vraiment beaucoup de belles choses. Je vais poser une question si vous permettez. Je ne sais pas si on a le temps. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Une question rapide. L'envolée, moi, en vous écoutant, ça me fait penser à quelque chose qui est, je pense, très désirable pour des écrivains et à la fois qui fait peur, et vous l'avez évoqué. C'est une sensation où les choses viennent. On perd un peu contrôle, mais parfois c'est aussi libérateur parce que la langue se délie quand on parle et le plume peut avancer. Et même si c'est douloureux, au moins c'est moins douloureux que la pesanteur des choix qui peuvent être mauvais, qui peuvent être un blocage. Et je voulais vous demander, c'est Annie qui évoquait le fait d'être un artisan, peut-être un moment qui a été un choix vraiment difficile, peut-être qui est encore resté présent. Étienne, vous mentionniez une sorte de doute par rapport à l'interprétation de votre personnage, de votre héros. Mais je ne parle pas forcément d'interprétation, je parle de choix vraiment auctoriels. Et si vous avez quelque chose en tête, de nous dire à quel moment de l'écriture vous avez vraiment eu une croisée des chemins et peut-être un bout d'histoire qui n'a pas existé, mais qui en vous au moins était quelque chose que vous avez considéré. C'est une question à tous. Voilà, on va le dire, voilà. Merci. On va commencer par vous, Étienne, le micro est le plus proche. Je suis très sensible à l'opposition que vous esquissez entre la pesanteur et l'envol ou l'envolée. Ouais. Effectivement, le titre Les Envolés, à la fois renvoie aux aviateurs qui s'envolent, à la fois renvoie par euphémisme à ceux qui sont morts, mais il fonctionne aussi un peu à l'envers, comme une antiphrase, pour retourner cette verticalité vers le bas qu'est la chute en quelque chose de plus apaisé, de plus positif. Mais votre question portait plutôt sur sentiment de croiser des chemins. Eh bien, je vais prendre le mot croiser au sens le plus littéral qui soit, une forme de croisement. Et la solution que j'ai essayé de bricoler, en étant l'artisan que j'essaie d'être, ça a été de croiser deux niveaux de discours, de texte dans le bouquin, avec ce qu'il raconte, l'histoire de Franz Reichelt, et ces passages où je m'adresse à lui, où je le tutoie. Un passage que vous avez lu tout à l'heure, Jeanne, s'inscrivait dans cet autre régime d'écriture, qui était le tutoiement. Et j'avais l'impression qu'en tutoyant mon personnage, c'était une manière de lui donner un peu de présence, parce que d'un point de vue grammatical, le pronom tu implique la présence d'un destinataire. On parlait d'ailleurs d'adresse tout à l'heure, et normalement on ne tutoie pas un absent. Ou alors si on tutoie un absent, c'est qu'on va au moins dans le texte le convoquer, le faire venir, l'appeler. Et voilà, donc j'ai eu un sentiment
d'avoir franchi un pas dans le geste de l'écriture, à partir du moment où il y a eu ces deux niveaux et cette possibilité de m'adresser à ce personnage. Pas essayer de se mettre à sa place, pas raconter par exemple, sur une option, hein, pas raconter le journal intime de Rachel à la première personne en disant demain je vais faire telle chose, mais rester dans une relation présentielle avec un tu plutôt qu'un je. Ouais. C'est magnifique. Annie? Je remarque autour de cette idée de l'envol, en regardant tous nos romans sur cette table, il y a le titre du roman d'Étienne, Les Envolés, dont nous avons parlé. Il y a un journal qui s'appelait L'Envolé et qui était un journal anticarcéral. Ah oui. Oui. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu. Avec cette idée qu'en fait on rêve quoi, de sauter au-dessus du mur, un petit peu comme Albertine Sarrazin l'a fait, et qu'elle raconte dans l'Astragale sa fuite de prison, son envol. Il y a cette idée de l'épanouissement, d'un envol personnel, individuel, qui passe aussi par la connaissance, et cette possibilité de futur pour ces jeunes dont Gisèle nous a parlé. Et il y a ces oiseaux, ces grues, pour lesquels je remercie l'artiste Émilie Bougreau qui me les a prêtés, parce que je voulais précisément symboliser l'idée de liberté de mes personnages féminins. Donc, quelque part, ce mythe d'Icare nous hante. Il y a quelque chose qui traverse à la fois les choix techniques, les choix de sujets, les différents parcours que nous avons comme auteurs, comme écrivains, qui est de l'ordre de cette hantise d'Icare. Voilà. Et ça, c'est terrible parce que il y a cette envie, peur, cette envie de liberté, d'infini, ce besoin d'horizon, voilà. Et cette peur de tomber. Alors, je ne sais pas, ça peut signifier pas mal de choses pour chacun d'entre nous. Pour certains, ça va être l'angoisse de ne pas réussir à terminer un texte. Pour d'autres, peut-être le fait d'être obligé, d'être confronté à certaines choses que l'on doit écrire à un moment donné, et puis on essaye de ne pas le faire, et puis finalement, le texte ne fonctionne pas si on ne le fait pas. Donc il y a une espèce de face-à-face avec soi à avoir aussi quand on écrit, je pense. Pour Peine des Faunes, pour revenir à ta question, Horatio, c'est que il s'est passé quelque chose d'étrange dans ce texte. J'avais commencé à élaborer toute une idée de ce qu'est, de ce que serait, ce que je nomme l'écriture du tissage, et autour de quoi j'écris petit à petit pour alimenter et essayer de construire, alors pas une théorie littéraire, mais en tout cas essayer de construire l'explication d'une expérience littéraire qui est l'écriture du tissage. Et il se trouve que des mondes vraiment absolument antagonistes se sont rejoints dans Peine des Faunes, à tel point qu'on pouvait avoir une lecture quasiment mystique de ce texte, voilà, il y avait ce côté mystique. Avec beaucoup de symboles cachés, beaucoup de reliefs clairement mystiques, nés de différentes traditions, à la fois chrétiennes, juives. Et quelque part, l'envol de ces femmes a un peu amputé cette partie-là du texte, qui vient comme un épilogue pour nous rappeler, voilà, qu'on est entre terre et ciel, qu'on est foudre, quoi, à travers un personnage, le personnage final, Jacob, qui est un homme. Mais il y avait peut-être cette idée, voilà, que le besoin de liberté, c'était aussi un besoin de césure, un besoin de coupure, un besoin... Et j'ai cette phrase de Toni Morrison que beaucoup de gens ont relevée au moment de son décès. Elle dit en anglais de façon un peu abrupte, en fait elle écrit dans le chant de Salomon, « You wanna fly, you gotta let down the shit that weighs you down ». Donc c'est vraiment l'idée que si tu veux t'envoler, il faut te délester. Voilà. Et je crois que c'est un peu ça qu'on jette Exactement. Depuis nos montgolfières. En tout cas, merci beaucoup Annie.
Gisèle? Je vais rebondir avec une phrase de Sénèque. Sénèque dit, c'est parce que nous pensons que c'est parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, et en réalité, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Et je pense que cette phrase de Sénèque, on peut la mettre à la croisée des chemins, c'est-à-dire que faire un pas de côté, avancer, faire un pas de côté, c'est ce qui nous permet d'entrer en écriture. Je pense qu'il y a une entrée en écriture qui fait qu'on a envie de faire un chemin avec des personnages. Alors, dans mon imbécile et l'encyclopédie, il y a beaucoup de personnages, et je me disais, pourvu que Jeanne ne me dise pas, mais dans quel personnage je voulais poser la question, à quelle distance tes personnages, oui. Mais j'ai pas osé. Voilà. Et ça m'arrange bien parce qu'en fin de compte, dans un acte d'écriture, on est un peu partout. Il y a un peu de tout, un peu partout. Et la croisée des chemins, c'est aussi d'avoir oser faire le passage à l'écrit. À l'acte. Merci. René. Oui, sur les deux mots, à la fois la source de l'écriture, un peu comme la sorgue, on n'a jamais trouvé la source de la sorgue, et pourtant c'est la source, on va tous voir sortir cette eau, on ne sait pas d'où elle vient, c'est pareil pour notre écriture. Et le mot rédemption, l'un des écrivains que j'ai le plus lu et relu, c'est sans doute Dostoïevski, et surtout Raskolnikov, Crime et Châtiment. Oui. Quand on connaît la source de Dostoïevski, cette rédemption, Dostoïevski était le fils d'un propriétaire foncier très violent en Russie. Son père était brutal, il battait sa femme, il battait les serfs, il buvait, il battait tout le monde. Et un jour, on a retrouvé le père de Dostoïevski dans la neige au bord d'un chemin. Il avait été massacré à coups de pierre, la tête, les organes génitaux écrasés par les serfs qui s'étaient révoltés. Et le petit Dostoïevski a vu son père dans cet état, et comme il avait désiré lui aussi assassiner son père qui frappait sa mère, il a pensé qu'il avait participé à cet assassinat. Et durant toute sa jeunesse, il a vécu avec cette culpabilité, il se disait, c'est moi, ce ne sont pas les paysans, c'est moi qui ai assassiné mon père. Et donc, il s'est débrouillé plus tard pour se retrouver au bagne, alors que bon, il n'avait pas fait grand-chose. Il allait dans des réunions politiques, mais il s'est débrouillé de se retrouver pendant 5 ans au bagne, et c'est là qu'il commence réellement à écrire, et il comprend. Il dit, s'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de rédemption. S'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas d'œuvre. Et toute l'œuvre de Dostoïevski repose sur la rédemption qui nous pousse à comprendre et à écrire. Et il m'est arrivé à peu près la même chose, puisque j'ai découvert la littérature et l'écriture en prison. Lorsque j'ai eu 8 ans, ma mère m'a raconté que mon père, pendant la guerre, travaillait à la gare Saint-Charles, il nettoyait les wagons. Avant d'être peintre, il nettoyait les wagons. Et comme des trains de marchandises partaient vers nos ennemis, les Allemands, plein de marchandises, mon père prélevait de temps en temps quelques kilos de marchandises. Il avait un vélo, et un jour il a été arrêté par la police française avec 8 kilos de marchandises qu'il venait de prendre dans un wagon. On l'a mis pendant 1 an dans la vieille prison Chave. À l'époque, les baumettes n'existaient pas encore. Et il est sorti à moitié mort 1 an plus tard de la vieille prison Chave. Et quand je me suis retrouvé à 19 ans dans une cellule, j'ai compris que je n'étais pas là par hasard, mais j'avais tout fait pour arriver avec 2 mois de retard, pour être là où mon père avait été, pour comprendre ce qu'il avait vécu. Et finalement, je crois que nous sommes toujours sur ces chemins où, par culpabilité ou par mémoire, on se débrouille d'essayer de comprendre ce que nos parents ont vécu. Et je crois que l'écriture naît de là. La source de l'écriture, elle naît à la fois de la culpabilité, mais essayer de comprendre ce que nos parents ont vécu. Et je pense que tout est là. Je pense que si je n'avais pas connu ces 6 mois de prison, je n'aurais pas lu les livres qui sont autour de nous. Et ce qui m'a le plus transformé dans ma vie, c'est la lecture. J'ai rencontré pas mal de gens, j'ai fait pas mal de voyages, mais rien ne m'a plus transformé, labouré. Et je pense que l'écriture, c'est ça, c'est pas la quête de la vérité. On se fout de la vérité quand on écrit. C'est la quête de quelque chose de plus profond, qu'on a appelé la douceur, qu'on a appelé l'émotion, qu'on a appelé...
C'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais, mais on a besoin d'écrire pour toucher ce que Giono appelle ce qu'il y a derrière l'air. Ce qu'il y a derrière l'air. Merci beaucoup. Je crois qu'on a vraiment été très émus, c'est l'émotion justement. Parce qu'on a pris un peu de retard, il y a une dédicace, bien sûr, surtout. Et puis, je voulais dire simplement, vous m'avez tous beaucoup aimé par vos carnets d'existence, par votre vie. Comme dit Nicolas Bouvier, que j'aime beaucoup, si on ne naufrage pas en bateau, quelle que soit la mer, on ne connaît pas la mer. Et quelque part, vous connaissez la mer, parce que malgré des petits naufrages, vous êtes repartis. Voilà. Et pour finir, donc, avant tout, un grand merci à Anne, qui est là-bas dans le coin, chez elle, donc chez Gallimard, et je vais chanter une chanson. Fausse, très vite, voilà. On dit ce soir chez Gallimard, nous avons conversé, minuit dans la ville des songes est venu nous embuer. On dit que l'imbécile et l'encyclopédie eux aussi sont venus nous parler de la vie. On dit qu'à la peine des faunes, il faut se laisser toucher. On dit qu'Étienne Kern, avec ses envolées, a écrit un roman qui leur donne éternité. On dit, à vous de faire ce qu'on dit. La 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 la, 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 la 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 la. Merci, merci à tous, voilà. Merci, 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 merci. Et maintenant, dédicace, voilà. On a pris du retard, on va faire plus. Merci, merci. Merci à vous, vraiment.